Bonjour à toutes et tous. Donc merci d'être nombreux et nombreuses à ces rencontres autour de l'éco-production qui ont démarré ce matin avec un échange qui portait surtout sur le film La Baleine, donc sur de la fiction. Cet après-midi, on va plutôt échanger sur les avancées en matière d'éco-production des tournages marins et sous-marins. Alors pour vous brosser rapidement les différentes parties de cet après-midi, on va d'abord avec Ronan Lucas, faire un état de santé des fonds marins, alors en version 20 minutes, hein, donc on pourrait y passer 2-3 jours, je pense. Donc ce sera un état des lieux. Jérôme Lombard, qui est le co-rédacteur du guide de tournage en milieu marin, du guide pratique des, je vais y arriver, des tournages en milieu naturel, et qui est biologiste et réalisateur par ailleurs, va nous parler de ce fameux guide et de sa mise à jour avec une partie maritime justement. On aura ensuite Nicolas Zunino, qui est producteur chez La Cinquième Rêve, et Jean-François Barthaud, qui est plongeur réalisateur de nombreux films, puis Sophie Lucan, Sonia Lucan décidément, qui est fondatrice et présidente de la Sea Connect, qui nous parlera d'un catamaran particulier qu'on aura en direct depuis la Méditerranée. Donc j'invite monsieur Lucas à nous faire un état des lieux de la santé du monde marin. Bonjour à tous. Alors, la santé des marins, c'est un vaste sujet et je me suis dit, est-ce que je plombe tout de suite l'ambiance? Comment on fait pour raconter et pour évaluer cet état de santé des fonds marins? Déjà, rappeler que effectivement, l'océan est sous pression. Et donc là, quand Ifremer recense un petit peu l'ensemble des pressions, on est plus sur des aspects de colonne d'eau, en fait, entre tous les polluants, microplastiques, tous nos contaminants chimiques. Des tonnes de caféine arrivent dans les océans via nos estuaires toujours. Puis on va rajouter des pressions liées à l'extraction de granulats marins sur les fonds, liées à l'artificialisation du littoral, liées à des pratiques de pêche au chalut, liées à la pose de câbles sur les fonds marins. Donc voilà, tout ça se rajoute en termes de pression. Et comment il y aura peut-être moins l'ISO. Comment on va mesurer cet état de santé? Comment on arrive à évaluer un bon état de santé des milieux marins quand on voit que les alertes scientifiques, là c'était la semaine dernière, que les perspectives sur les atolls de corail sont pas au beau fixe et sont assez pessimistes par rapport au réchauffement, par rapport à l'acidification des fonds. Comment on va mesurer ça? Comment on va évaluer les pressions et comment on peut agir, et comment l'image va peut-être pouvoir nous aider aussi à agir. Et donc, des directives européennes nous aident quand même à fixer des limites, des bornes, des éléments d'évaluation du bon état de santé du milieu. Donc, on va regarder parfois la diversité biologique. C'est un indicateur aussi d'un bon état de santé. On va aussi rechercher des espèces qui seraient non indigènes, qui seraient arrivées parce que réchauffement, parce que transport maritime, etc. Regarder, évaluer les taux, l'état des populations, des populations exploitées. Comment aussi les réseaux trophiques sont-ils diversifiés? Est-ce qu'ils sont très simples, réduits à peau de chagrin? Mesurer aussi l'effet de l'eutrophisation, donc l'effet aussi de l'enrichissement de nos milieux par ports souvent terrigènes. Regarder l'intégrité des fonds marins. Est-ce que les fonds sont préservés? Est-ce qu'ils sont au contraire labourés, dragués régulièrement, etc. On peut aussi observer des éléments qui permettent de définir un bon état de santé. C'est les modifications des conditions hydrographiques, les contaminants, la contamination des produits de la pêche, les déchets, mais aussi l'ensemble du bruit sous-marin. Le bruit, les bruits des moteurs, le bruit des ralingues, des funes de chalut qui traînent sur le fond, le bruit des ondes sonores parce qu'on émet avec les sonars pour pouvoir repérer les profondeurs, etc.
C'est pas le monde du silence, en fait, la mer, mais vous en êtes persuadé. Il y a les bruits biologiques, mais il y a énormément de bruits anthropiques. Et c'est un élément qui est mesuré. Quand on écoute le son dans la Baltique, ben voilà, c'est un raffut infernal, mais une sortie de port ou la sortie de la Manche, c'est aussi un énorme raffut, et ça peut perturber aussi les cycles biologiques d'un grand nombre d'espèces. Et donc c'est l'ensemble de ces descripteurs-là qu'on va essayer de mesurer, qu'on essaie de mesurer pour pouvoir évaluer aussi l'état de santé de nos habitats, de nos espèces et de nos fonds marins. Et pour faire cela, alors un petit hommage à la présentation de ce matin qui faisait aussi un rappel historique, alors beaucoup moins joli. Au départ, on a commencé à voir ce qu'il y a sous le fond de l'eau. On envoie un plomb avec du suif dedans et puis on regarde ce qui s'est accroché. On va trouver du sable, des coquillages. Ça nous permet d'avoir une première idée de ce qu'il y a sous l'eau. Et puis on va continuer, on va mettre en place des sonars, des sondeurs. On va envoyer des bennes remonter du sédiment ou des chaluts. Et donc ça nous donne une image un petit peu a posteriori, c'est des indices. On récolte des prélèvements. Et vous l'avez vu ce matin, il faut attendre que la fin du 19e, le début du 20e pour pouvoir commencer à faire des photos des fonds et voir un petit peu ce qu'il y a, avoir une première photo d'un herbier par Louis Boutan. Et donc on avance un petit peu dans le temps, mais c'est toujours difficile. On n'a finalement qu'une image transposée, calculée des fonds, où on fait un petit peu tous les 50 km, tous les 3 km, un coup de chalut, un coup de sonde. Et donc c'est un petit peu la même chose si dans le bocage, d'un coup, on mettait un filet à papillon au-dessus d'une mare, puis un coup de filet à papillon au-dessus de la haie. On moyenne ça et on se dit, voilà, c'est ça l'état de santé du bocage. Est-ce que c'est représentatif réellement des conditions du milieu? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Mais la technologie avance et nous aide quand même un petit peu à mieux qualifier l'état de santé de nos fonds marins. Et par exemple, si on s'intéresse à une découverte finalement assez récente, inédite dans l'histoire dans des écosystèmes de Méditerranée, ce qui sont des atolls de coralligènes. Donc les Pergents, avec leur thésarde Marina Bonacorsi en 2012, sur un programme financé à l'époque par l'Agence des aires marines protégées, mais navigue au large de la Corse, envoie un coup de sondard et commence à voir des structures, vous voyez, des anneaux, une masse noire avec des anneaux. Qu'est-ce que c'est? Un premier envoi du nautile, mais c'est des observations un petit peu, voilà, mauvaise qualité. Qu'est-ce que c'est que ces images? Et voilà, il y a 2-3 ans, gros financement, on met le paquet et donc Andromède et Laurent Balesta peuvent descendre, y passer des jours pour pouvoir faire des prélèvements et mieux comprendre ces phénomènes. Donc là aussi, parfois, il peut y avoir un coup de projecteur, mais on voit aussi l'importance des financements pour la connaissance en milieu marin, puisque le milieu est large, est vaste et nécessite énormément de technologies et de moyens financiers, ce qui fait qu'on a souvent un manque de connaissances par rapport au milieu terrestre. C'est vraiment un enjeu qu'on a et qu'on subit. Et donc, comment on peut donner à voir des idées de protection. En 2012, les atolls de coralligènes, ça ne parlait pas à grand monde. Et je pense que les projections, le film de Laurent Balesta permet de faire évoluer aussi la réglementation parce que tout de suite, des propositions de mise en zone de protection forte de ces secteurs-là, d'un coup, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème. Les pêcheurs, au contraire, il faut y aller, il faut protéger parce qu'ils ont pu voir l'intérêt ou la beauté de ces fonds et donc l'envie de protéger. Donc c'est un enjeu fort de l'image et ce qui va nous aider aussi sans doute à protéger et à sensibiliser. Et donc j'en arrive un petit peu à la fin de ma présentation, mais c'est plus pour détailler et ouvrir les débats. Quand on est gestionnaire d'un espace protégé, on a besoin de l'image, et de l'image pour, comme vous l'avez vu, différents aspects. Un premier aspect qui est lié à la connaissance. On a besoin de connaître ses protégés. C'est aussi des objectifs qu'on a, nous, en tant que gestionnaire d'aires protégées, de connaître. C'est la loi qui nous le dit. Mais on a besoin de connaître pour comprendre les fonctionnalités. Tel habitat, quelle fonctionnalité? Est-ce que c'est une nourricerie? Quelles autres choses permet-il dans l'évolution, dans la vie des espèces? Et donc, on va beaucoup regarder les fonctionnalités, nourricerie, etc. On a besoin aussi de suivre
pour renseigner ces indicateurs que j'ai évoqués un petit peu en début de présentation, de savoir un petit peu voilà, dans quel état se porte tel herbier, tel massif rocheux. Est-ce que ces espèces comme les hermelles, etc., se portent-elles mieux qu'avant, maintenant, parce qu'on a mis en place des mesures de gestion, et donc il faut pouvoir évaluer régulièrement et renseigner un certain nombre d'indicateurs pour rendre compte aussi au niveau européen ou à d'autres acteurs que les mesures de protection fonctionnent. Et on a besoin aussi de l'image pour témoigner, rendre compte, témoigner des pressions, pour pouvoir aussi convaincre et expliquer l'effet d'un chalut sur une vasière, comment ça rajeunit des écosystèmes et comment quelque part, oui, l'écosystème est toujours productif, oui, on va toujours pêcher de la langoustine, mais la langoustine, elle aime ces fonds qui sont remués, qui sont comme un champ quelque part. Et donc le champ va être productif, mais ce n'est pas tout à fait la même biodiversité que naturelle. Et donc on a besoin de ces images, de montrer l'effet d'un chalut sur un fond, comme on a pu permettre de mobiliser aussi et faire changer la réglementation sur la protection de la posidonie en Méditerranée, sur l'ancrage, en ayant des images vraiment où on voit une ancre qui fait son grand coup de charrue sur un herbier. Et là, derrière, les autorités préfectorales, etc., on se sont vraiment mobilisés en se disant non, il y a quelque chose à faire, on ne peut pas laisser ça. Et donc, des réglementations se mettent en place avec des zones de mouillage obligatoires, etc. Et donc, on a vraiment besoin de ces images pour témoigner, avec la difficulté dans certaines eaux. La Méditerranée, ça va, les eaux sont claires. Mais nous, les pertuis, ce n'est pas tout à fait le cas et c'est assez turbide. Et donc, on doit trouver aussi d'autres éléments de donner à voir cette image et comment on fait passer ces éléments-là. Et puis, on a besoin de l'image pour mobiliser, engager l'ensemble des acteurs, les professionnels, mais aussi le grand public, pour nous accompagner aussi dans nos objectifs de protection. Alors j'ai une image d'illustration, là c'est un site d'interprétation qu'on a installé sur l'île d'Aix, notamment avec des images aussi de Léa qui est là, mais aussi de Aqua Sapiens qui est plongée, et de donner à voir aux personnes qui n'ont pas cette chance, cette opportunité de mettre la tête sous l'eau, de plonger. Il y en a quand même énormément. Et comment leur donner à voir cette beauté, cette richesse et cet intérêt, alors au-delà de la beauté, mais de l'intérêt fonctionnel pour les milieux, mais aussi pour eux en termes de protection du littoral, d'assurer un certain nombre de choses, de fixation du carbone, de plein d'éléments dont on parle aujourd'hui, et de mobiliser les autour de ces sites. Et donc on a vraiment besoin de l'image sous tout un tas d'aspects, des aspects très scientifiques, très techniques, mais aussi d'autres aspects qui sont aussi plus onériques. Et là, je pense qu'il vous parle plus à vous, producteurs d'images, au travers de vos films souvent. Mais on a vraiment besoin de tous ces éléments, et en tant que gestionnaire d'air protégé, un petit peu dans ce qu'expliquait Vivien ce matin sur toutes les missions de l'OFB, de mobilisation des acteurs, voilà, un parc, on essaye d'avoir tout ce panel qui vont de la connaissance jusqu'à la police, mais aussi d'emmener l'ensemble des acteurs au changement, et pour nous aider aussi à faire évoluer la réglementation, aller vers des secteurs de mieux protégés, ou alors faire en sorte que les acteurs aient compris leurs impacts, leurs pressions, qu'on puisse travailler avec eux au changement de pratique. Comment on peut aider une population de chalutiers dans les pertuis à changer de métier, changer de façon de faire, alors qu'ils ont pratiqué ça depuis presque un siècle. Et comment on va chercher, nous aussi, des financements. On a besoin de ces images pour aller mobiliser du financement, pour pouvoir les aider au changement. Parce qu'on ne change pas de métier, on n'arrête pas la drague à la coquille en se mettant à la plongée. Ce n'est pas tout à fait le même métier. Et donc, on a besoin d'emmener les professionnels à changer leurs pratiques. Et donc, on a besoin de l'image pour ça aussi. Voilà, je vous remercie. Merci Ronan Lucas. Donc, je vais demander à Jérôme de me rejoindre, Jérôme Lombard, donc, qui est biologiste, réalisateur, co-rédacteur du guide pratique des tournages en milieu naturel. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce guide qui fait l'objet d'une mise à jour, partie marine? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne réexpliquerai pas tout le guide parce qu'on en avait déjà parlé à l'occasion des rencontres de l'année passée. Mais oui, si tu veux. Mais l'idée, c'est que donc je vais faire un petit rappel. On a travaillé avec le groupement EcoProd, qui est un groupement qui essaie de sensibiliser le monde de l'audiovisuel sur les enjeux bioclimatiques. C'est un groupement qui a démarré en 2009. Alors, ils sont représentés ici par Marina,
qui est au premier rang, qui travaille pour Audience, membre d'EcoProd. Et donc, au départ, ils ont axé leur travail sous l'angle de la décarbonation et des enjeux climatiques. Et il s'est trouvé que de manière synchrone avec des réflexions et un travail qu'on commençait à mener en interne au sein de l'IFCAM, EcoProd commençait à se poser des questions sur l'angle biodiversité. Donc des membres actifs historiques du festival de Mini-Gouttes qui connaissaient et Marina d'Audience et nous ont dit vous auriez tout intérêt à vous regrouper et à travailler ensemble. Donc ce travail-là a abouti à l'élaboration d'un guide pratique des tournages en milieu naturel dont l'objectif premier est d'informer et sensibiliser des publics issus du monde de l'audiovisuel, pas du tout spécialisés animaliers, ça peut être le cinéma, la pub, etc. Des gens qui sont pas du tout au courant des enjeux biodiversité potentiellement ou qui n'ont pas un univers mental lié à ces questions-là. L'idée, c'est de leur dire attention, si vous devez travailler dans un espace naturel, voilà quels sont les enjeux bioclimatiques, voilà comment fonctionne le monde de la gestion des espaces naturels en France. Voilà quelques éléments auxquels on vous recommande de faire attention. Donc ça, c'était l'axe initial de travail, sachant qu'on s'adressait à un public de non-spécialistes. Donc on a fait quelque chose qu'on espère le plus simple possible. Ce travail-là a été diffusé gratuitement. Il est disponible sur le site d'EcoProd, sur le site de l'IFCAM, entre autres. Et c'est un document qui a vocation à évoluer au cours du temps, parce que les enjeux bioclimatiques évoluent. Par exemple, comme l'a dit l'intervenant précédent, il y a des questions en ce moment autour de l'acidification des océans. En septembre dernier, il y a un groupement scientifique qui a montré que la 7e des limites planétaires sur les 9 identifiées, qui sont des processus naturels qui permettent on va dire, d'évaluer le fonctionnement des équilibres du monde en fait, en termes naturels, mais il y a la 7e limite sur 9 qui vient d'être dépassée avec l'acidification des océans. Donc là, ça, on va le mettre à jour. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments qui pouvaient intéresser les productions, donc on va rajouter, qu'on est en train de rédiger. Je pense par exemple à des enjeux autour du droit du travail en lien avec des compétences métiers qui seront un petit peu spécifiques au fait de travailler en milieu naturel. Ça va être par exemple le fait de plonger en professionnel ou potentiellement de faire du travail en hauteur. Alors la plongée, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Il est question d'adapter à l'échelle européenne ce guide ? Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est un projet. On va pas, il ne faut pas que je mette la charrue avant les bœufs, loin de là. Mais EcoProd a été contacté pour essayer de transposer l'usage de ce guide à l'échelle européenne et donc de faire des ajustements. Et l'idée de ce guide, c'est que au-delà d'informer les productions, qui pourront être étrangères d'ailleurs, parce on est en train de finaliser la traduction du guide, donc si des productions étrangères viennent en France, elles pourront prendre connaissance du fonctionnement en France. Mais là, l'idée, ça serait de se dire, on peut développer le guide pour qu'il soit transposé et utilisable à l'échelle européenne. Donc ça, c'est en cours de travail. On va voir s'il y a des lignes budgétaires, parce que jusqu'à présent, c'était 98% de temps bénévole. Voilà, donc on ne peut pas tout faire bénévolement. Alors, il y a la région PACA qui actuellement est en train de rédiger ce propre guide en tournage en milieu marin spécifique à son territoire. Pardon, il n'était pas allumé, en effet. Pardon ? Tu sautes une toute petite étape, on a 2 diapos à montrer avant. Ah bah d'accord. Donc moi j'en étais sur la traduction, oui, mais tu l'as évoqué ? Oui, mais en fait, tu peux avancer les diapos. Voilà, merci. Il y a juste ça à expliquer. D'accord. Pardon. C'est normal, tu n'avais pas vu les diapos. J'ai pas eu l'info. C'est de notre faute. Donc, en gros, juste pour informer, le guide pratique, il n'est pas du tout orienté spécifiquement sur le milieu marin, mais il y a des éléments en lien avec le milieu marin. Et on a des éléments qui étaient déjà dans la première version, qui sont dans la complète continuité de ce qui a été présenté ce matin et qui, du coup, pourraient intéresser des gens. En fait, par exemple, alors là, je mets ma casquette d'ancien gestionnaire d'espaces naturels protégés. Je gérais un site Natura 2000 mixte, terrestre et marin. Et on s'est retrouvé avec le développement d'une activité économique de nage avec les mammifères marins. Sachant qu'on avait accompagné le monde économique pour l'observation des mammifères marins, on avait réussi à trouver un équilibre entre développement économique et gestion des espaces naturels et respect des espèces, en essayant de favoriser une labellisation qui est reconnue au niveau international, qui s'appelle le High Quality Whale Watching. Donc les opérateurs qui vont faire découvrir les mammifères marins
déjà apprennent des choses sur les animaux et les écosystèmes marins. Donc ça permet de garantir théoriquement une qualité de l'information qui sera donnée, mais qui vont aussi apprendre à respecter des techniques d'approche. Donc ça va être des durées au contact des animaux, etc. Donc là, on a réussi, il y avait tout un travail qui avait été effectué avec eux et qui permettait peu ou prou de trouver un équilibre plutôt intéressant entre développement économique et gestion des espaces naturels et protection des mammifères marins. Et quand, du coup, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure en disant on a besoin de l'image, il faut se méfier parce que l'image, elle a alors je suis désolé, je vais employer un anglicisme, il y a une notion de soft power des images. C'est-à-dire que les images, une fois qu'elles sont diffusées, les réalisatrices et les réalisateurs voient leur film leur échapper parce que les spectatrices et spectateurs vont s'approprier le média, en fonction de la façon dont le média est construit et en fonction de l'état d'esprit des gens, la culture qu'ils ont, la connaissance du milieu sur des espaces naturels qu'ils ont, ils peuvent se dire, dans ce documentaire-là, on me donne à voir la nage avec les mammifères marins. Du coup, je peux considérer, c'est inconscient, que c'est quelque chose que l'on peut faire. Et l'été suivant, qu'est-ce que les gens peuvent avoir envie de faire? Ils vont avoir envie d'aller nager avec les mammifères marins. Et ça, nous, ça a impacté 10 à 12 ans de gestion des espaces naturels qui avaient été mis en place. Et ça a posé de gros problèmes. Parce que quand c'est un documentariste ou un scientifique qui va au contact des animaux, c'est ponctuel. Si c'est une activité touristique qui se développe, il faut comprendre que ça va être 2 fois par jour, 6 mois de l'année. Et là, l'impact au contact des animaux est plus du tout le même. Donc dans ce contexte, ça a nécessité d'essayer de faire évoluer la réglementation. Et aujourd'hui, la nage avec les mammifères marins est interdite en France en dehors de l'île de la Réunion, parce que la réglementation qui a évolué, vous pouvez la voir, alors peut-être qu'avec la définition on est limité, mais on a une interdiction d'approche à moins de 100 mètres des animaux maintenant en France. Et comme la visibilité est limitée sous l'eau, moins de 100 mètres des animaux, la nage est interdite, de fait. Donc il faut faire attention à toutes les conséquences possibles des médiums. On peut bien souvent vouloir faire quelque chose de positif et par méconnaissance, involontairement, générer des conséquences très négatives aussi pour les espèces et les gestionnaires d'espaces naturels. Donc il y a un nécessaire travail et une connexion à avoir entre les gestionnaires et les documentaristes pour essayer de faire les choses bien, en respectant le travail de ces gens qui se donnent corps et âme dans leur travail au quotidien pendant des décennies. Alors, est-ce que Caroline Warin est en ligne? Oui. C'est bon? Donc, parce que je disais juste avant, donc la région PACA est en train d'élaborer elle aussi un guide de tournage en milieu marin, mais spécifique à son territoire, et dans lequel ces enjeux vont être abordés. Et donc, on écoute Caroline Warin, qui est en visio donc du service commission film de la région PACA, qui va nous en dire plus. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vois pas la salle, mais j'essaye d'imaginer. Je suis ravie que Jérôme Lombard m'ait proposé d'intervenir aujourd'hui. Moi, je travaille donc à la commission du film de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une commission du film qui, comme nous les autres en France, a 2 missions principales, de faciliter en fait les tournages qui se déroulent, sur notre territoire, et aussi de faire la promotion du territoire et de sa filière, professionnelle, qui intervient sur les tournages, localement. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, de ce guide, de ce futur guide des tournages en mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui aujourd'hui est en cours d'élaboration, qui sera livré, courant 2026. En fait, l'envie de créer ce guide est issue d'un repère tour qu'on organise, en octobre, l'an dernier, 2024, sur le thème des tournages en mer, et sous-marins. Le repère tour, donc concrètement, c'est une opération réceptive qu'on a organisée, pour des producteurs et des directeurs de production et des régisseurs. On les a invités pendant une semaine, dans la région pour leur présenter, des sites, des décors, mais aussi leur apporter des connaissances, grâce à le partenariat qu'on avait avec des experts, comme des coordinateurs maritimes, qui ont apporté des connaissances sur comment organiser un tournage en mer. Et bien sûr, on a aussi, permis à nos invités de rencontrer la filière locale. Donc le but, c'était vraiment de montrer toutes les possibilités de tournage dans notre région et de valoriser ces professionnels qu'on a, sur le territoire qui accompagnent des tournages en mer.
Et on est ressorti de ce Repère Tour avec beaucoup, beaucoup d'informations vraiment très précieuses, et en se disant qu'il faudrait en faire profiter le plus grand nombre, plus de professionnels que la quinzaine d'invités qui étaient là en octobre 2024. Et donc est venue l'idée de faire ce guide. Donc c'est en fait le guide, il n'y a pas forcément de lien direct avec le guide EcoProd puisque c'est un guide régional, et c'est un guide qui porte sur un sujet très large, plutôt sur l'organisation d'un tournage en mer du point de vue production et régie. Et on a souhaité donc intégrer une partie sur la protection du milieu naturel, sur les impacts aussi d'un tournage sur ce milieu. Et c'est pour ça que du coup j'ai fait appel à Jérôme Lombard. Donc on est en train de travailler ensemble sur cette partie qu'il va rédiger du guide. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est un guide qui est à l'initiative de la région, avec comme partenaires d'autres bureaux d'accueil des tournages de la région, puisqu'ils sont assez nombreux, et aussi avec l'association des techniciens de notre région. Parce que en fait, dans les cibles de ce guide, il y a bien sûr donc les producteurs délégués, et exécutifs, qu'ils soient, français ou étrangers, mais aussi, les techniciens en fait, y compris les techniciens de notre territoire. On peut penser qu'ils connaissent très bien, la Méditerranée et les tournages en mer et pourtant ils sont vraiment, on l'a appris grâce à l'association des techniciens qui nous a fait remonter le fait qu'ils sont en demande d'avoir ces compétences pour pouvoir présenter leur profil de manière encore plus attractive en ayant cette connaissance de comment on accompagne un tournage en mer. Donc ça, c'est une chose. Donc on s'adresse à eux et aux producteurs. Est-ce que je vous livre le sommaire prévisionnel, si ça vous intéresse, pour vous donner un peu une idée? On a Donc il une y aurait minute cette... encore. Ouais, parfait, bah, ce sera parfait. Alors, donc cette première partie, bon, dans le désordre, un sommaire prévisionnel du guide. Donc cette première partie sur la prise en compte du milieu naturel, donc rédigée par Jérôme Lombard, qu'on vient d'entendre. Un book de photos de sites ou de décors inspirants pour montrer un peu tout le panel de types de décors marins et sous-marins et côtiers aussi qu'on peut trouver dans notre région. On aura donc cette fameuse synthèse des ateliers qui avait été menée pendant le Repère Tour, qui sont en gros toutes les choses à avoir en tête quand on aborde un tournage en mer. Ensuite, une partie sur les procédures d'autorisation de tournage, les cas plutôt qu'on retrouve généralement. Ensuite, une section sur le droit du travail spécifique quand on tourne en mer, et notamment sous mer, pour les techniciens et pour les comédiens. Des fiches où on va essayer d'identifier sur une carte de la région quelques zones qui sont très favorables au tournage dans notre région et vers lesquelles du coup les producteurs seraient plutôt bien avisés de se diriger pour leur tournage et en expliquant ce qu'ils vont trouver dans ces zones. On va aussi présenter les possibilités de tournage en studio ou en bassin de tournage intérieur ou extérieur dans notre région. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les producteurs. Voilà, puisqu'on n'est pas soumis aux aléas de la météo, par exemple. Et pour finir, un annuaire de tous ces prestataires et ces personnes physiques qu'on a dans notre région qui sont des professionnels de l'accompagnement des tournages en mer. Voilà, donc ça, c'est le sommaire. Et donc, ce guide sera livré courant 2026. Et il sera mis à disposition gratuitement par la commission du film de la région. Téléchargeable, j'imagine, ou sur votre site, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Oui, il sera sur le site de la région et puis il sera accessible sur demande. Très bien, merci beaucoup Caroline Warin. Donc Merci. Jérôme, tu peux nous rejoindre à nouveau, parce qu'il est question de compétences et de droit du travail. Et en matière de plongée, il y a longtemps eu donc une certaine méconnaissance des réglementations, m'expliquais-tu, dans l'audiovisuel, notamment des gestes métiers. Et donc pour répondre à ce besoin identifié, Jérôme, tu as apporté des enseignements complémentaires et éthiques, notamment à la formation des scaphandriers professionnels. En fait, donc merci à Caroline. Comme l'indiquait Caroline, il peut y avoir parfois auprès de certaines sociétés de production un manque de connaissance de certains éléments spécifiques en lien avec le droit du travail. Et il se trouve que lorsqu'on veut plonger, dès que la poitrine d'une personne est exposée à une profondeur supérieure à 1 mètre de fond, on rentre dans une réglementation spécifique qui est la plongée hyperbare. C'est-à-dire que le droit du travail liste la plongée
comme l'un des 21 métiers à risque, donc comme le droit du travail, pas le droit, excusez-moi, un lapsus. Dans le droit du travail, vous avez le travail en hauteur, qui fait partie de ces métiers. Et donc, la plongée professionnelle est réglementée parce que ces risques peuvent amener vraiment une dangerosité sur la santé des gens. Les gens peuvent mourir, peuvent être paralysés à vie, peuvent être handicapés à vie selon comment ça se passe. Donc des certifications professionnelles existent, et donc si on veut travailler en milieu sous-marin et qu'il y a une relation salariée, un commanditaire, il faut que les personnes qui aillent sur le terrain soient certifiées. Des certifications professionnelles à l'hyperbarie existaient, mais sans forcément avoir de compétences sur les gestes métiers. C'est-à-dire que vous aviez une formation un petit peu standardisée. Si tu peux montrer la diapo, s'il te plaît. Voilà, parfait. En fait, vous avez différentes mentions qui correspondent à des corps de métier. La mention A, ça va être tout ce qui est plongeur offshore et bâtiment travaux publics. La mention B, ça va être la mention, je résume, scientifique, médias, sport, sécurité. Ensuite, la mention C qui va être tout ce qui est activité d'ordre médical. Et la mention D, ça va être les travaux où vous allez être soumis à une pression qui ne correspond pas à la pression atmosphérique, mais où vous ne vous immergez pas. Par exemple, les gens qui ont creusé le tunnel sous la Manche. Donc pour faire ces différentes missions, il faut être scaphandrier. Et donc nous, la mention qui nous intéresse, que ce soit en sciences ou dans les médias, c'est la mention B. Et donc là, ce qu'on a mis en place en partenariat avec l'École nationale de scaphandrier cette année, mais on réfléchissait au projet depuis 2017, c'est une formation de scaphandrier professionnel avec la spécialité média, ce qui fait que durant la formation, vous avez, en fonction des profils des stagiaires, en plus de la certification directe, vous avez une information et une sensibilisation sur des connaissances en biologie pour des gens qui ne sont pas issus de biologie. Si les gens sont issus de la biologie, ils n'ont pas besoin de monter en compétence sur ces thématiques, on se concentre plus sur des questions éthiques, déontologiques, en plus de la manipulation des caissons, l'éclairage, comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces certifications ne vont pas faire de vous des bons plongeurs. Ces certifications, ce sont des formations de sécurité. Elles ont pour objectif de vous apprendre à connaître le droit du travail et à savoir quelles sont les procédures qu'il faut mettre en place professionnellement. Et une fois que ces procédures sont mises en place, ne pas vous mettre, vous, et ne pas mettre les équipes en danger. Et s'il y a un accident, savoir comment réagir. Donc voilà un petit peu ces procédures. Donc cette année, on a mis en place la première session de formation. Il y avait 2 stagiaires, 2 jeunes femmes, dont une qui est présente dans la salle. Ex-Yves Camienne. Alors en plus, c'était 2 ex-Yves Camienne. On a déjà suffisamment de demandes pour organiser la prochaine session, mais je précise une chose. Je refuse qu'il y ait plus de 6 à 12 personnes formées par an parce que je ne veux pas saturer le marché. Je ne veux pas qu'il y ait une saturation du marché. Donc pour tout ce qui est preneur, tout ce qui est cadreur et autres, on limitera les inscriptions pour ne pas saturer le marché de l'emploi. Il y a une deuxième session à venir? Oui, on est en train de... Il faut que certaines personnes finalisent des formations qui leur permettront d'accéder à la formation professionnelle. Donc on est en train de caler tout ça avec ce sont encore d'anciens étudiantes et étudiants de l'IFCAM, mais après ce sera ouvert à d'autres personnes bien sûr. Et donc, il y a aussi une formation initiée par Jean-Charles Grandjean. Tout à fait, parce que l'idée de cette journée-là, c'est pas de profiter de se faire sa pub, c'est pas l'intention du tout. Il se trouve que pendant que nous, on initiait notre propre projet de formation, d'autres personnes ont commencé à imaginer aussi ce type de choses. Donc vous avez Jean-Charles Grandjean, qui est un opérateur d'images sous-marines très connu également, qui a mis en place sa propre formation de scaphandrier pro avec une compétence média. Alors il se trouve qu'il est lui également dans le Var, dans le département du Var. Après il y a également René Euzé, mais lui qui propose pas la certification. Donc c'est un très grand 4 heures sous-marin français qui est très connu, mais on en a un autre qui pourra témoigner tout à l'heure, qui lui propose des stages. Donc il existe différentes solutions possibles en France et l'idée c'était de vous dire voilà, sachez qu'il y a des réglementations à respecter. Et voilà les différentes solutions qui peuvent s'ouvrir à vous si vous êtes concerné par ces questions et que cela vous intéresse. Alors Jérôme, tu es aussi secrétaire de l'Association française des plongeurs scientifiques, la FPS Colinfa, et qui a pour objet d'intégrer des plongeurs médias. Pour quelles raisons?
Alors on y réfléchit. Donc d'ailleurs je remercie, il y a Catherine Perrette qui est en ligne, qui est l'ancienne secrétaire de l'association. Je lui indique d'ailleurs que je profite de l'occasion pour remercier, avoir une pensée pour l'ancien fondateur, pour le fondateur de l'association qui est décédé il y a environ 2 ans, qui travaillait au musée, qui était chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. La FPS Colinfa en fait a été créée dans les années 70 au muséum, et cette association, il faut se rendre compte que ses membres actifs au départ, et Alain Coutet qui était son fondateur, il faut se rendre compte que c'est eux qui ont participé à structurer la plongée scientifique en France et à structurer l'activité professionnelle de la plongée scientifique. Donc c'est des associations à pas oublier, des gens à pas oublier. Excusez-moi, je voulais faire une aparté parce que je tiens aux aînés. J'ai un profond respect pour nos aînés. Et donc ces gens-là ont accompagné la plongée scientifique, mais comme l'a dit le premier intervenant tout à l'heure, la communauté scientifique a besoin de communicants, et les communicants dans le documentaire animalier, entre autres, ont besoin d'être en contact avec les scientifiques et les gestionnaires d'espaces naturels, de façon à pouvoir trouver des sujets documentaires. Et donc, comme on a mis en place cette formation de scaphandriers professionnels et qu'on ne souhaite pas que les scaphandriers se retrouvent isolés chacun de leur côté, on a discuté avec les autres membres du bureau de l'association, et ce qu'on va proposer à la prochaine assemblée générale de l'association qui aura lieu en décembre normalement, on va proposer l'intégration des plongeurs médias au sein de la FPS Colinfa, de manière à faciliter les échanges entre scientifiques et documentaristes pour créer des dynamiques et faciliter l'émergence de projets documentaires. Et l'autre élément, c'est que ça permettra aussi de bénéficier d'avantages qui sont développés en interne au sein de l'association. Et pour finir, il y a un autre intérêt qui, je pense, est important, sans qu'on ait forcément vocation à devenir un syndicat. Si les plongeurs médias se regroupent au sein d'une association nationale, en cas d'évolution réglementaire, en cas de difficultés rencontrées, on pourrait avoir une représentation nationale de manière à pouvoir faire porter notre voix. Donc ça, c'est un autre intérêt qu'il y aurait à développer cette branche au sein de l'association. Donc c'est soumis à votation maintenant. Très bien, merci Jérôme. Merci Alors beaucoup. j'accueille maintenant Nicolas Zonino. Donc Nicolas, vous êtes producteur chez Le Cinquième Rêve. Vous avez été biberonné au film de Cousteau. Vous êtes plongeur. Et vos documentaires sont diffusés en prime time sur de nombreuses chaînes françaises et étrangères, ont recueilli de nombreux prix. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit quand même il faudrait remettre l'église au milieu du village. Le documentaire animalier, c'est le domaine dans lequel on parle le plus d'éco-production, alors qu'en réalité, nos tournages sont probablement les moins impactants. Alors, je vous laisse rebondir sur ce... Oui, je voulais simplement dire que... Alors, bonjour à tous déjà. Ouais, je voulais simplement dire que le sujet de l'éco-production, effectivement, est assez présent. Mais Jérôme Lombard l'a dit, le guide qu'il a préparé s'adresse aussi, et peut-être même surtout, aux équipes, aux productions qui n'ont pas cette sensibilité au départ. Nous, en fait, la raison d'être de notre boîte de prod, comme je suppose la plupart des producteurs qui font des films animaliers, c'est qu'on a déjà un amour du vivant, de la nature, qu'on a envie de la défendre, et qu'on espère qu'on fait passer des messages qui sensibilisent les gens, etc. Donc de fait, on espère qu'on n'a pas des comportements trop destructeurs, on va dire, même si, bien évidemment, on est concerné comme tous les autres par le fait de modifier certaines pratiques et d'améliorer notre manière de faire des films. Après, je me permets aussi d'ajouter qu'il n'y a pas que la question des tournages. En fait, quand on produit un film, il y a tout le dispositif de production, de la conception du film jusqu'à même sa diffusion. Par exemple, ce serait intéressant de savoir si les chaînes de télé, qui sont des grosses sociétés, qui utilisent des serveurs, etc., est-ce qu'eux, on leur demande d'avoir des meilleures pratiques en termes d'éco-production ou d'éco-diffusion, je ne sais pas comment l'appeler. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour revenir sur le dispositif de production, voilà, il y a la post-production qui est aussi un poste d'émission de CO2 assez important. Donc on se pose aussi, nous, des questions sur comment post-produire mieux, entre guillemets, ou de manière plus raisonnable. Et puis, il y a aussi tout le champ de la collaboration avec les personnes. On en a parlé un petit peu ce matin aussi, c'est-à-dire le travail en équipe,
Nous, par exemple, au 5e Rêve, depuis plus de 2 ans, on est passé à la semaine de 4 jours pour les équipes de prod. Ça, j'estime que c'est un acte fort qui touche à l'éco-production. Parce que du coup, il n'y a que 4 jours sur 5 où les gens se déplacent pour venir travailler au bureau. Donc forcément, on ne chauffe pas les bureaux le 5e jour, on a moins d'activités, moins de déplacements, etc. Et donc, ce n'est pas pris en compte directement sur la partie des tournages, mais ça fait partie des choses où on essaye de faire notre petite contribution. Alors, on va peut-être regarder un premier extrait des films que vous avez choisis. Donc, pour parler un petit peu le fait de réduire les équipes ou de tourner plus localement. Oui, alors, juste avant de lancer l'extrait, juste une petite... même si la thématique de la table ronde, c'est l'éco-production dans les films sous-marins, je tiens à préciser que les exemples que je vais vous montrer sont pas forcément des cas d'école de voilà la bonne idée qu'on a eue pour faire des économies, que ce soit financières ou dans les émissions de CO2. Mais c'est juste plus un retour d'expérience, un partage de... Voilà, je dirais de manière très simple, de quelques exemples de ce qu'on a fait. Et peut-être ça peut, s'il y a des questions qui surgissent aussi dans le public, ça peut tout à fait, vous pouvez tout à fait les poser, puisque c'est pas du tout, je prétends pas, présenter des modèles du genre de comment on fait pour produire avec moins de CO2, quoi. Donc on lance le premier extrait. À la moindre alerte, ils disparaissent d'un mouvement de queue sous la surface de l'eau. Ils ne s'en éloignent jamais. Capables de rester jusqu'à 15 minutes en apnée pour se dérober au regard. Cette rivière est leur sanctuaire. Pourtant, à première vue, les gorges n'ont rien d'accueillante pour cette espèce. Donc ça, c'est un extrait de la collection Secrets sauvages du patrimoine sur l'épisode du Pont du Gard. Je tiens à préciser d'ailleurs que les 3 extraits que vous allez voir ont tous été faits en coproduction avec Arte et GEIE, qui sont présents avec Christian Coles et Juliette Gramalia. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais voilà, c'est avec vous qu'on a travaillé sur ces 3 extraits. Et donc là, voilà, c'est simplement que pour moi, la logique de l'éco-prod, c'est aussi dès le départ, dès la conception, déjà de trouver des sujets à proximité. Mais ça, je pense qu'à l'IFCAM, c'est aussi des choses qui vous sont chères. Et là, tout simplement, c'est un choix de sujet, puis c'est un choix d'équipe, qui sont 2 IFCAMiens, Sacha Bollet et Benoît Demarle, qui habitent tout simplement pas très loin du Pont du Gard. Et donc, la stratégie de production, c'était tout simplement de leur laisser une liberté d'action, de venir tourner quand ils le voulaient et quand ils le pouvaient, et quand c'était nécessaire pour des questions de météo, de saisonnalité. Et donc, ils habitaient pas très loin, ils pouvaient venir, et donc il n'y avait pas cette notion qu'on a parfois sur des tournages lointains, où parce qu'on envoie une équipe à un moment donné à l'autre bout du monde, on a un temps plus ou moins court. Voilà. Donc là, on est sur une réduction extrême, on va dire, des temps de déplacement, mais tout en octroyant une grande liberté d'action, une grande liberté d'action aux équipes de tournage. Alors, dans votre document, 50 millions de requins. C'est pénible, hein, ce micro qui coupe tout le temps, j'avoue. Donc, outre storytelling innovant pour le regard sur les requins, vous avez fait le choix d'utiliser des images d'archives qui, pour le coup, limitent aussi les déplacements. Absolument. Là, on peut envoyer l'extrait et j'en parle juste après. Ouais. Les ancêtres des requins sillonnaient déjà les mers du globe, il y a 400 millions d'années. Leur lignée a survécu à 5 extinctions massives et compte aujourd'hui plus de 400 espèces. Les requins sont réputés primitifs, agressifs, féroces. Exutoires de nos peurs, ils sont perçus comme des prédateurs sans foi ni loi. De véritables machines à tuer. Méritent-ils une telle réputation ? Les requins sont-ils vraiment les seigneurs tout-puissants des océans ? Quand ils tuent, c'est uniquement pour se nourrir. Mais ils reviennent de la chasse souvent bredouilles.
Quand ils se reproduisent, l'accouplement peut être violent. Quand ils naissent, ils sont exposés à tous les dangers. Ils sont aussi les proies d'autres animaux et les victimes des hommes. En réalité, ils peuvent être fragiles, délicats, timides, maladroits, ingénieux, complémentaires. Pour la première fois, ces créatures exceptionnelles dévoilent leur intimité. Alors là, c'était la première collaboration justement avec l'équipe d'Arte GEIE à Strasbourg. Là, la démarche, c'était donc c'est avec un chef opérateur sous-marin qui s'appelle Didier Noireau, qui est un ancien de l'équipe Cousteau, un garçon très talentueux. Et donc est venue l'idée de faire un film qui raconte un petit peu un autre regard, on va dire, sur les requins en général. Et en fait, tout simplement, des fois, la meilleure manière de pas trop polluer pour tourner, c'est de pas tourner. Et donc, c'est comme on dit souvent, la meilleure énergie qu'on économise, voilà, c'est celle qu'on dépense pas. Donc voilà, on a fait tout un travail de recherche d'archives à travers le monde, en travaillant surtout avec des caméramans, justement des gens qui sont souvent spécialistes d'un territoire en particulier ou d'une espèce en particulier. Et ça a permis de collecter un grand nombre d'images de qualité, on espère en tout cas, et de faire un film finalement qui offre un panorama avec des images dans le Pacifique, en Australie, aux Bahamas, de partout, mais sans avoir finalement fait un seul voyage spécifique pour ça. Alors, il y avait quelques images originales, mais c'était quand même des tournages mutualisés. Voilà, c'est-à-dire que les images originales de Didier, en fait, c'était souvent des tournages que lui faisait parfois pour d'autres productions, où il allait rester un petit peu plus longtemps sur le terrain pour collecter des images à lui et qui ont servi pour faire ce film, quoi. Alors, dans l'un des films que vous avez produit, il y a Terre-Neuve, donc qui est en compétition au festival, qui est diffusé tout à l'heure, là. En ce moment même. Et qui montre un comportement très particulier et difficile à filmer. Donc, c'est la reproduction des caplans. Alors, on lance tout de suite l'extrait. Ok. Ils sont des millions, peut-être des milliards. Comment ne pas perdre ses repères au milieu d'une telle cohue? Je suis aveuglé par leur scintillement. Vais-je enfin assister à la ponte? Quand les caplans s'abattent en tornade sur le sable, je comprends que le prodige est en cours. Les conditions de température sont déterminantes. J'ai remarqué que l'activité de ponte des poissons était la plus intense par des températures d'eau de 3 à 4 degrés. J'ai le sentiment d'avoir été amicalement invité à une cérémonie secrète. Quels sont les mâles? Quelles sont les femelles? Ça y est, la ponte débute. Les œufs des femelles et la laitance des mâles s'échappent de la masse, voltigeant dans le courant avant de se déposer sur le fond. Alors là, c'est un dispositif assez intéressant parce que c'est quand la vie personnelle et la vie professionnelle se rejoignent. C'est-à-dire que Didier Noireau, toujours lui, est tombé amoureux de l'île de Terre-Neuve il y a 15 ans et il a décidé d'y passer tous les étés. Donc chaque été, il part à Terre-Neuve, il a acheté une maison là-bas et du coup, il rénove sa maison quand il fait pas beau et quand il fait beau, il va tourner des images. Donc c'est aussi une démarche assez personnelle et très atypique. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des comportements et des eaux qui sont
très compliqué à filmer parce que la météo est souvent mauvaise, la visibilité est rarement bonne. Et donc, on ne pourrait pas imaginer un film comme ça dans des conditions normales de production. Si on disait, tiens, on va envoyer une équipe pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en une année, on n'aurait que quelques jours de tournage utiles. Et donc, évidemment, ce serait budgétairement parlant impossible. Donc là, c'est parce qu'il y avait cette démarche personnelle de Didier et qu'il y avait un coup de cœur personnel de Didier sur cet endroit qu'il a collecté des images au fil du temps. Pendant 12 ans. Ce qui lui a permis aussi de voir une vraie évolution. Parce qu'il dit, on entend dans l'extrait qu'il constate que c'est autour de 3-4 degrés que la reproduction des caplans peut se faire. Et en fait, au fil des années, il s'est rendu compte que les eaux se réchauffant, les eaux froides qui étaient propices à la reproduction étaient plus profondes. Et donc, c'est des comportements qui, aujourd'hui, ceux qu'il a pu filmer ici ont eu lieu à peu près à 20 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ça se produit plutôt entre 40 et 60 mètres, ce qui, dans des eaux très très froides, sont déjà des profondeurs compliquées. D'autant que Didier, il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il plonge souvent tout seul. Donc, ce qui est totalement interdit. Voilà. Avec juste un Zodiac en surface. Non, mais il y a aussi des fois, heureusement, il a plongé avec un autre plongeur pour la sécurité aussi et pour se filmer. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi dans le film une double narration avec une narration de commentaires externes et certaines séquences qui sont racontées par Didier sur un plan plus personnel, parce qu'on est vraiment dans le témoignage personnel et pas forcément une démarche de producteur qui dit tiens, on va faire un film sur ça. Donc c'est vraiment un film très personnel. Il y a peut-être des personnes qui veulent réagir dans le... Je me permets, Marie, puisqu'on a un peu de temps, parce qu'il y a des questions-réponses qui seront possibles à la fin de l'échange, mais peut-être qu'on peut rebondir déjà sur ces séquences-là. En fait, c'était plutôt pour rebondir sur ce qui était dit avant sur l'éco-production et notamment l'aspect environnement sur les formations mention B. Je sais que pendant un temps, l'INPP, alors quand l'INPP existait encore, il y avait des prérequis pour accéder à la formation, notamment plongeur niveau 3 pour les niveaux FFE-SSM ou alors CMAS 3 étoiles pour tout ce qui était formation RSTC. Et quand on regarde sur les parcours de formation, sur le MFT à la Fédé ou sur les différents types de formations pour tout ce qui était PADI, TDI, SSI, il y a aujourd'hui un grand aspect environnement, respect de l'environnement et des parcours proposés sur la photo et la vidéo. Et donc je me demandais, est-ce que c'est pas une piste intéressante à suivre ces prérequis pour des formations professionnelles liées aux mentions B? Comme je me suis perdue dans la jungle des acronymes, là, je vais laisser Jérôme répondre. En fait, il a brossé un petit peu des acronymes qui correspondent à on va dire, des organismes qui organisent la plongée loisir en France et à travers le monde. Je vais simplifier comme ça. Alors, là, il faut comprendre que la plongée professionnelle et la plongée loisir sont deux entités différentes. Comme je le disais tout à l'heure, la plongée professionnelle sont des formations de sécurité qui vont normalement garantir que vous avez été formé pour savoir comment intervenir dans le milieu professionnel en respectant la réglementation et en ne vous mettant pas vous en danger, en ne mettant pas en danger les autres. Donc c'est ça l'intérêt de la formation professionnelle. Il y a des prérogatives spécifiques au monde professionnel qui ne correspondent pas aux prérogatives loisirs parce que vous n'allez pas avoir les mêmes types de profils de plongée. Donc ça, c'est lié par exemple à l'effort que vous avez effectué et autres. Concernant des prérequis, effectivement, avant de devenir plongeur professionnel, il faut avoir un certain niveau en plongée loisir. Donc soit vous pouvez... Alors les niveaux, pour simplifier, j'y vais au couteau. Donc pour les gens qui connaissent bien, excusez-moi des raccourcis, mais en gros, on veut que vous soyez plongeur autonome à une certaine profondeur pour que vous puissiez vous engager dans une formation professionnelle certifiante à une certaine profondeur d'évolution. Okay, si vous n'êtes pas autonome en loisir à une certaine profondeur, vous ne pourrez pas démarrer la formation professionnelle équivalente. Donc soit il faudra que vous passiez à un niveau loisir qui vous permet d'avoir une autonomie à une certaine profondeur pour pouvoir vous engager, soit sinon au sein des organismes de formation, il faudra que vous suiviez ce qu'on appelle un access. Et du coup, cet access
vous permettra d'entrer en formation professionnelle pour la profondeur de travail qui vous intéresse, mais pour autant, ça ne vous donnera pas une équivalence loisir. Ce sera juste un access pour le faire en professionnel. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'au niveau logistique, et ces formations professionnelles coûtent cher parce que c'est des moyens lourds. Et les formations peuvent être, en fonction de vos habitudes en plongée, l'expérience que vous avez, l'entraînement que vous avez, peuvent être fatigantes parce qu'il faut gérer à la fois la théorie et la pratique sur un temps court. Et du coup, on ne peut pas trop alourdir les formations. C'est-à-dire que si on voulait rajouter et de la compétence en bio, et de la compétence en ci, en compétence en là, les formations dureraient très longtemps, seraient complètement inaccessibles au niveau financier. Là, c'est déjà pas simple. Et l'autre élément, c'est qu'en plus, potentiellement, vous vous sentiriez épuisé et ça pourrait vous mettre en danger dans le cadre de la formation. Nous, cette année, c'était la première session qu'on mettait en place. Du coup, moi, j'avais imaginé des cours supplémentaires et très clairement, sur cette session test, qui était la première, j'ai dû réduire mes exigences parce que j'avais envisagé plus de cours auprès des stagiaires et on s'est très rapidement rendu compte que ça serait trop en fait. Donc il faut faire attention à ça. Vous pouvez compléter après certaines choses par la suite, mais vous ne pouvez pas tout faire au moment de la certification. Donc on peut organiser des stages complémentaires, il peut y avoir éventuellement des partenaires avec des fédés, il y a des choses à réfléchir. J'espère avoir répondu à la question. Alors l'idée c'était plutôt de rebondir sur ce qu'on avait dit avec Nicolas, donc on est complètement sorti du sujet, donc j'y retourne, désolé. Et donc vous avez peut-être des choses à ajouter. En fait l'idée en montrant les cas plans, c'était de dire que bon au début, il les a filmés pendant 12 ans, au début il était à 20 mètres. Après, il a dû descendre plus bas, pour la faire courte. Et donc, c'est de dire que ce qu'on a pu filmer il y a 20 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et donc, la transition, donc maintenant, je vais accueillir Jean-François Barthaud pour la suite. Donc, Jean-François, vous êtes chef opérateur, vous êtes directeur de la photographie, réalisateur. Après 25 ans d'expérience dans la fiction, vous vous êtes complètement consacré au documentaire animalier parce que vous êtes passionné pour la nature, donc c'était en gros en 95. Et comment avez-vous perçu l'apparition des enjeux environnementaux dans cette longue carrière, si je peux me permettre? Oui, longue, oui, elle commence à être longue. Alors déjà, bonsoir à tous. Moi, je suis un petit peu le vilain petit canard parce que l'éco-production, quand j'ai commencé dans le métier, on ne parlait pas du tout de ça. J'ai travaillé 25 ans en fiction, comme tu le disais, et donc je voyais à la fin des tournages, on brûlait les décors. Toutes les feuilles de décor étaient brûlées, c'est beaucoup de bois qui aurait pu servir sur d'autres tournages, mais qui ne servait pas parce que c'était dans le budget d'un film et c'était comme ça. Et donc ça a changé, bien sûr. Et ça, c'est très bien. Vilain petit canard parce que je suis passionné de nature. Évidemment, on n'arrive pas au film animalier, vous le savez tous ici, comme ça, ou à la photographie animalière. On arrive parce qu'on est passionné. Et tout petit, j'étais déjà, aux grandes dames de mes parents, en train de regarder des fourmis en plein soleil dans le sud pendant des heures et essayer de comprendre comment fonctionnait une fourmilière. Voilà. Et la fiction, je me suis écarté un petit peu de la fiction parce qu'un jour, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit « Je vais faire de l'animalier. Est-ce que tu sais plonger ?» Je dis oui. Il me dit voilà, je vais t'envoyer dans les terres australes et tu vas faire un film là-bas. Donc c'était sur les orques. Donc je suis parti sur l'île de Crozet. C'est bien loin, c'est dans le sud de l'océan Indien, près de l'Antarctique, c'est les îles subantarctiques. Et il y a un bateau, le Marion Dufresne, qui nous permet d'arriver depuis la Réunion là-bas, qui dessert les îles. Et je suis arrivé là-bas. À l'époque, j'étais fumeur. On a tous des défauts qu'on peut corriger. Je vous invite à ça, si vous avez l'envie. Et ça, c'est de l'éco-production. Ça, de ne plus fumer, déjà, c'est super bien. Et je suis arrivé sur le premier plan que je fais d'arriver sur l'île à 6h du matin, sur une île désolée, où je me demande un petit peu ce que je veux faire là pendant 3 mois. Je sors ma Betacam, une 700 numérique Sony, toute neuve, c'était les premières sur le marché, j'avais la chance de partir avec ça, et ma caméra tombe en panne. L'hélico me transporte sur l'île, au revoir le Marion Dufresne, et je me retrouve là, entouré de 25 bonhommes qui passent l'année là, qui avaient la moitié du crâne rasé parce qu'ils font la Midwinter, c'est une fête pour eux très importante, donc ils sont très bienveillants, ils me voient arriver, je descends de l'hélicoptère, bonjour, avec Jérôme Bouvier qui est mon assistant à cette époque-là.
Ils nous accueillent à bras ouverts et moi je suis évidemment dépité, j'ai une caméra en panne et j'allume une cigarette et je la jette par terre. À la fin de la cigarette, je la jette par terre et là je me suis retrouvé avec tous ces gens qui me regardent. Mais qu'est-ce que tu fais? Et j'avais pas conscience. Et ça faisait déjà longtemps que je fumais et que je jetais mes mégots par terre. Donc la prise de conscience, elle a commencé comme ça. À dire je vais les mettre dans une petite boîte et je n'ai plus jamais jeté mon mégot de cigarette par terre. C'est bête, hein, mais c'est parce que j'ai été entouré, j'ai été en contact avec des gens qui faisaient attention à un biotope donné, ce qu'on ne fait pas du tout quand on habite Paris ou même Rambouillet, on jette son mégot par terre, ça paraît normal. On n'avait pas ces notions-là. Je vous parle de ça, c'était en 80. Ouais. Oui, c'était une autre époque, hein, on était en 96, donc c'est très très loin. Et donc, oui, il y a une prise de conscience de ça. Là-bas, à Crozet, on fait attention à tout. Il y a la présence humaine et on respecte. Il y a un respect des animaux. C'est-à-dire que toutes les poubelles sont évidemment triées. On met dans des containers. C'est évidemment renvoyé à la réunion où on prend un grand soin d'avoir une intervention humaine la moins impactante possible. Il y a aussi une autre conscience que vous prenez grâce à la présence de scientifiques qui mesurent déjà la montée des eaux en 96 et en fait vous heurtez un déni de votre entourage alors ça c'est une grande claque, pas, en fait. Hormis le fait d'arriver à Crozet et d'avoir des relations totalement privilégiées, vous allez vous en rendre compte sur les extraits que j'ai choisi de vous présenter un petit peu plus tard. Effectivement, au retour, il y a le Mario Dufresne met 3 semaines pour rentrer et on récupère un peu tous les scientifiques. Le Mario Dufresne récupère les scientifiques à bord et on discute. Je discute avec 2 astrophysiciennes et toi tu faisais quoi? Maintenant on faisait un film sur les ors, super, on a eu des bons rapports, on leur raconte notre aventure. Et vous faisiez quoi? Et nous on mesure le niveau de montée des eaux. Ah bon? Pourquoi? Les eaux sont en train de monter. Pourquoi? Parce qu'il y a un réchauffement climatique et les pôles fondent, notamment l'Antarctique. Et donc, question stupide, vous mesurez ça comment? On plante 1 mètre dans la mer, comme à la Seine, on mesure. Et voilà, donc on discute, on prend conscience de ça. Et quand je rentre, chez moi, je raconte un petit peu mes aventures en terres australes, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de parler de ça. Et le déni, ça a été que personne ne m'a cru. Mes amis, ma famille, mes parents, ma compagne, ils ont tous dit oui, mais on n'en parle pas à la télé. Alors, vous avez justement beaucoup tourné dans les zones australes où les animaux ne craignent pas l'homme. Donc qui ne nécessite pas d'affût, donc vous avez assez peu pratiqué l'affût. Alors vous nous proposez un extrait de film parmi les manchots royaux, donc on va le regarder puis on va en parler après. Ces images, m'avez-vous dit, seraient impossibles à tourner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez les resituer dans leur contexte? Oui, alors toutes précautions prises, toutes les précautions que prenaient les scientifiques à cette époque, on ne parlait pas encore de grippe aviaire, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne peut plus approcher les manchots comme nous avons eu la chance de le faire. Enfin, approcher, en l'occurrence, c'est un petit peu le contraire qui s'est passé. On est bien sûr allé au milieu de la colonie. Mais voilà aussi pourquoi j'ai choisi de faire ce métier. Moi, je n'ai jamais été un cinéaste animalier à faire des affûts. J'ai fait ça 1 fois ou 2 parce que j'ai filmé des renards et c'est épouvantable parce que je passais des journées à ne pas pouvoir fumer enfermé dans une tente et pour ne pas avoir un plan en plus souvent parce que le renard c'est tellement intelligent. Vous voyez un renard, vous faites un affût, vous repérez, vous mettez un affût 15 jours avant pour qu'il s'habitue, vous venez dans l'affût, vous fumez pas. La caméra, vous voyez le renard arriver comme ça, j'ai même pas eu le temps de la tourner, hein. Il a senti. Et le lendemain, si c'est une femelle qui est assez petite, on est intéressé par évidemment faire un film sur les bébés mammifères, notamment renardeaux. Et la femelle vient, déménage ses petits dans la nuit et vous les retrouvez plus. Donc l'approche était compliquée. Et on la dérange accessoirement. On la dérange aussi. On la dérange, bien sûr. Là, à Crozet, on n'a dérangé personne. Les animaux étaient contents de nous voir. Il y a une autre séquence qui va l'illustrer, qui arrive derrière. Donc, ce plaisir aussi, c'est très égoïste parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se dit, on va garder des distances, comme le disait Ronan tout à l'heure avec les mammifères. C'est important, évidemment, de protéger les animaux, notamment les mammifères marins, de l'approche des bateaux. Il y a un tourisme de masse qui s'est développé parce que on montre des images
images. Nous, on a cette chance d'approcher des animaux, vous allez voir les 2 séquences qui suivent, c'est des choses exceptionnelles que nous avons la chance de vivre avec David Reicher, le personnage que vous voyez à l'écran, et qui m'accompagnait dans cette aventure. C'est les animaux, quand vous les respectez, ça c'est très important, je reviens là-dessus, c'est l'approche. Moi, mon approche écologique, c'est déjà de comprendre le biotope dans lequel on va se rendre, comprendre l'animal, se documenter bien évidemment au maximum avant, auprès des scientifiques. Aujourd'hui, on a des bases de données accessibles un petit peu partout aussi, et de ne pas être invasif. Il y a nombre de films animaliers, je ne les citerai pas, vous les avez tous vus, où les prédations sont créées parce qu'on a des antilopes qui se font manger en pleine nuit par les lions. Ça n'arrive jamais, ça, si on n'allume pas des phares, on n'a pas ces images-là. Les antilopes sont fixées et les lions vont les manger, et il y a des caméramans et des gens qui vont faire ce genre de film. Il y en a eu beaucoup, il y a eu d'autres exemples. Voilà, aujourd'hui les choses changent, je pense qu'on ne fait plus ça. Ce que je voulais dire, c'est effectivement, quand vous respectez l'animal, vous allez voir le type d'échange que nous avons eu la chance d'avoir avec David. On regarde un autre extrait qu'un bébé éléphant de mer qui était tourné en 2003. Alors voilà, là on est dans le dans le dur du sujet. Le film à l'époque était pour France 2 et Discovery Channel. Discovery Channel, ils ont évidemment coupé cette séquence à cause du Marine Mammal Protection Act. Évidemment, on ne touche pas aux mammifères marins. Mais là, en l'occurrence, je resitue encore une fois les choses. Nous avons vécu avec David 3 mois sur cette plage. Le campement qu'on voit, c'est notre campement avec nos caisses, notre matériel, notre bouffe derrière, notre matériel de plongée. Et ces bébés éléphants de mer sont venus nous voir, ils vivent avec nous, on est dans leur quotidien, et c'est eux qui viennent jouer avec David. Et voilà, la séquence, on l'a coupée un petit peu, mais on voit David, après il dort avec eux, et il a été totalement accepté. Alors c'est pas une chose qu'on a reproduite tous les jours, mais voilà, je voulais montrer cette séquence parce que ça prouve aussi que quand on respecte les animaux et qu'ils ne sont pas chassés, on peut arriver à des choses totalement étonnantes de cet ordre-là. Alors, sachant qu'il y a quand même des dangers de transmission de pathologies qui étaient évoqués tout à l'heure par Jérôme, il y a une loi entre-temps qui a été votée pour ne pas approcher les animaux marins à 100 mètres. Alors, vous m'avez expliqué que vous fictionnez vos histoires, mais que vous vous adaptez à ce que l'animal va vous livrer finalement. Or, il est fréquent que les pinnipèdes sous l'eau viennent au contact spontanément. Les plongeurs le savent. Alors, on va regarder un dernier extrait. Alors là, on est typiquement dans de la fiction. Parce que cet éléphant de mer ne nous connaissait absolument pas. On n'était plus à Crozet. C'est plus tard, avec le Dufresne, on repasse à Kerguelen pendant une semaine. Et avec David, on se met à l'eau. Et voilà, la surprise qu'on a eue. Cet éléphanto qui est venu jouer avec David. Bon, c'est encore une surprise. Cadeau de la nature. Évidemment, l'orque, c'est un montage puisque le film, c'est sur la rencontre avec les orques. Et curieusement, on s'est mis à l'eau. Alors, ce gros mammifère marin, gros prédateur, on s'est mis à l'eau pendant 3 semaines et les orques avaient peur de nous. Et elles tournaient autour, elles nous évitaient. Et elle disparaissait. Et les plans, vous ne verrez pas là, c'est un des premiers plans de contact, se sont passés à la fin du film, au dernier jour de tournage, comme souvent. Et on a rempli les boîtes de films juste les 2 derniers jours. On a eu des contacts exceptionnels avec une famille d'orques, une matriarche qui est venue nous montrer toute sa famille. Et ça, c'était waouh. Il y avait 8 orques qui sont venus, comme vous voyez, à 1 mètre de nous. Mais elles ont mis 3 mois à le faire. Alors pour revenir sur les images précisément de l'éléphanto, je vais redemander à Jérôme je sais pas où tu peux revenir pour rebondir. Est-ce qu'on peut encore tourner ce type d'image au regard de ce que Jérôme tu appelles, je crois, un effet d'aubaine économique, c'est-à-dire qu'on donne à voir un comportement. Donc, et puis, il peut y avoir un effet de suivisme en fait, qui peut être préjudiciable pour la suite. Tout à fait. Alors, je remercie Jean-François d'avoir joué le jeu de diffuser les images, parce que, comme il a dit lui-même, au jour d'aujourd'hui, on tournerait plus ce type d'image et on n'écrirait plus les films de cette manière-là. Donc, je demande aux gens, pour les questions-réponses, il peut y avoir des gens très engagés, d'être respectueux de Jean-François, j'anticipe éventuellement là-dessus, parce qu'il faut recontextualiser les images dans l'époque
dans les connaissances scientifiques de l'époque, dans la réglementation de l'époque, dans les styles de réalisation et de production de l'époque. C'est un peu comme l'histoire du bashing qu'il y a eu il y a quelques années en arrière sur le monde du silence de Cousteau. Il y a eu un bashing sur le monde du silence 50 ans après, ou même peut-être plus, 60 ans après, alors que le contexte n'était plus du tout le même. Le mot écologie n'existait pas à l'époque. Donc bon, voilà, il faut recontextualiser les choses. Et donc l'idée, c'est que aujourd'hui, on s'est rendu compte que lorsqu'on donne à voir certaines images, il peut y avoir un phénomène d'imitation où on peut donner ce que j'appelle dans les cours d'enseignement à l'IFCAM en éthique et déontologie un effet d'aubaine économique. C'est-à-dire que si vous... j'ai le mot qui m'échappe, ça va me revenir, mais si vous donnez l'impression qu'un comportement est respectable, les gens qui vont visionner le médium à la télévision, que ce soit un documentaire ou maintenant des diffusions sur les réseaux sociaux, quel que soit le type de médium développé, les gens peuvent se dire ok, en fait on peut faire ça, et donc je vais avoir envie de faire ça, et nous derrière on peut avoir des développements d'activités économiques, des petits malins qui se disent si on peut faire ça, moi je vais développer mon business là-dessus, et derrière il va y avoir des conséquences massives. Donc en tant que réalisatrice, réalisateur, je dirais même en tant que producteur, il faut être conscient de l'importance de ce qui se passe post-diffusion et du coup de la responsabilité que l'on peut avoir au travers de la production et de la réalisation de nos médiums audiovisuels. On ne peut pas tout anticiper, on fera toujours des erreurs, c'est obligé, mais il y a des choses qu'on peut éviter si on est à l'écoute des gestionnaires d'espaces naturels et des scientifiques. Les gestionnaires d'espaces naturels et les scientifiques seront toujours accueillants, en règle générale. Vraiment, majoritairement, ils seront accueillants, mais il faut respecter leur travail et leurs recommandations, et pas se laisser avoir par de la facilité d'image. Par exemple, la nage avec les mammifères marins, c'est quelque chose qui est très vendeur pour un diffuseur, mais ça va à l'encontre totale des recommandations scientifiques de la plupart des pays à travers le monde aujourd'hui. Donc il faut tenir compte de ces recommandations-là et des conséquences que ça peut avoir derrière. Et il y a des chercheurs qui s'autorisent à le faire et qui font bien, a priori, et il n'empêche que les images qu'ils donnent à voir ont des conséquences. Alors, on ne citera pas de nom, mais... Alors, comme le disait Vivien ce matin, il faut se rendre compte qu'on n'est pas là pour auto-censurer. C'est-à-dire on n'est pas là pour dire il faut faire comme ça et absolument pas comme ça. Il faut respecter le droit d'auteur et l'intention. Mais par contre, il faut se rendre compte que il peut y avoir des conséquences et que certaines des conséquences, si des réglementations ne sont pas respectées, peuvent amener les commanditaires de ces médiums au pénal. Parce que la particularité du documentaire et de la production audiovisuelle, c'est qu'en fait, vous allez diffuser la preuve de l'infraction que vous avez commise. Donc il faut faire attention à ce que vous allez produire et diffuser, et il faut être conscient de ce que vous risquez. Donc vous pouvez écrire ce que vous avez envie, mais par contre il faudra être prêt à l'assumer derrière si jamais ça doit aller en justice. Ça, il faut l'avoir en tête. Alors on peut citer un autre exemple que tu m'as indiqué d'une influenceuse, c'est-à-dire que sans parler de tournage animalier, des grosses productions, il y a des individus avec les réseaux sociaux maintenant qui se rendent sur des lieux, vont mettre en avant avec même une photo, pas forcément un film, et qui, donc le lieu est reconnaissable, où ils vont dire où ça se trouve, et qui du coup ça va générer, parce que les influenceurs qui ont énormément de followers, ça va générer un afflux de personnes sur le site photographié ou vers l'animal filmé, avec des conséquences désastreuses, même si la personne a probablement peut-être, enfin dans ton cas c'était le cas, genre respecter le lieu, puis respecter le lieu sur le moment, sauf que derrière les conséquences sont catastrophiques en fait. Je prends un exemple simple, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais là on parle des documentaristes, mais il y a une zone grise. Maintenant, avec les nouveaux modèles économiques sur les réseaux sociaux, vous pouvez être un professionnel ou une professionnelle de la production d'un médium donné et donner à voir via l'interface des différents réseaux sociaux qui existent. Déjà, là, on est dans une zone grise parce que normalement, pour aller tourner dans un espace naturel protégé, je pense plus particulièrement aux parcs nationaux, théoriquement, les professionnels doivent demander une autorisation de tournage, de prise de vue, et doivent potentiellement payer des redevances. Ces gens-là ne le font pas forcément toujours, voire même ne savent même pas qu'il faut le faire parce qu'ils ne sont pas formés pour, ils ne sont pas forcément accompagnés avec ces connaissances-là.
Donc déjà, là, il y a un non-respect de la réglementation. Et le deuxième impact, ce que tu disais, donc je vais citer l'exemple précis, c'est une Instagrammeuse qui avait, je crois, entre 300 et 400 000 personnes qui la suivaient, qui était spécialisée dans le voyage. Et elle avait été commanditée par un office du tourisme qui ne s'était pas du tout rapproché du gestionnaire d'espaces naturels protégés en Allemagne. Elle était allée faire des photos qui sortaient un peu de l'ordinaire sur cet espace naturel protégé. Et elle avait fait une photo où elle mettait en avant une falaise en particulier. Comme elle était suivie par énormément de monde, il y a plein de gens qui l'ont suivie, qui se sont dit on a envie d'aller au même endroit. Parmi les gens qui la suivaient, il y a des gens qui étaient eux-mêmes suivis. Et ça a généré un effet boule de neige. Sauf que sur cette falaise, il y avait la nidification de l'aigle royal. Espèces protégées, sur lesquelles il y a des enjeux de gestion, de conservation. Et donc, le site, les gestionnaires ont vu des flux de personnes arriver dans les semaines et les mois à venir, à tel point qu'ils ont dû faire évoluer la réglementation et la gestion du territoire, avec des parcours, etc. Et ils ont dû créer un poste en interne pour la gestion des réseaux sociaux, sachant qu'ils avaient déjà des difficultés économiques à faire tourner l'espace naturel protégé, et donc ils ont dû faire des sacrifices sur d'autres priorités de gestion du milieu et de recherche pour créer ce poste-là. Donc l'idée, c'est juste de faire... Vraiment, l'idée, ce n'est pas d'être moraliste, c'est juste d'allumer une petite lumière dans l'esprit des gens en disant « Faites attention, en tant que producteur, en tant que réalisatrice, en tant que réalisateur, ce que vous faites comme travail peut avoir des conséquences vraiment importantes pour les espèces, pour les habitats, mais aussi pour les professionnels des espaces naturels. » On peut aussi citer les tournages qui font appel à des financements type KissKissBankBank ou qui donc se sentent un peu redevables de donner des images en cours de tournage pour les gens qui les ont financés. Ce que tu appelles des communications périphériques, où du coup on dévoile le lieu de tournage, on dévoile des coulisses et donc il y a des lieux qui deviennent identifiables. Et pareil, c'est un peu le même effet. Exactement. Finalement. En fait, avec les nouveaux modèles économiques où on va chercher des financements participatifs, et puis même maintenant avec les nouvelles méthodes de communication, on a tendance à communiquer en direct sur nos productions. Et durant ces communications, alors soit en direct sur les réseaux sociaux, soit au travers aussi d'un making-of, tout simplement, on peut donner à voir des cadrages ou donner des informations qui vont permettre d'identifier des lieux très sensibles. Et ça peut poser de gros problèmes aussi aux gestionnaires. Donc au-delà du contenu pur du médium principal qu'on développe, il faut faire attention aussi à toutes ces communications périphériques. Il y a de nombreuses années, on a vu ça par exemple avec des photographes animaliers qui avaient pu identifier des sites spécifiques de nidification d'oiseaux, et ça avait été catastrophique derrière sur les nidifications de certaines espèces à certains endroits. À tel point qu'après, au sein de la communauté, ça a crié pendant des années. On n'a plus fait, dans les concours, on n'acceptait plus les photos d'oiseaux au nid. Dans les documentaires, on ne voulait plus en voir. Bon, maintenant, ça s'est réapaisé. Mais on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas penser à tout, mais c'est bien de garder ces quelques idées en tête pour se dire, voilà, comment est-ce que je vais travailler dans mon process de production, dans mon process de réalisation, quelles sont les petites habitudes que je peux mettre en œuvre. Au départ, ça va être un peu gênant, mais une fois que j'aurai pris ces habitudes de travail, ça va permettre d'éviter tous ces effets indésirables qui, bien souvent, j'ai envie de dire dans 98% des cas, sont totalement involontaires. Ce n'est pas du tout l'intention ni des prods ni des réals. Mais je pense qu'il est intéressant de penser à ça. Bien sûr, dans le documentaire animalier, il y en a. J'enfonce des portes ouvertes pour de nombreux producteurs et nombreuses productrices. Mais il est important de garder ça en tête. Merci Jérôme. Alors on va prendre un peu le large maintenant. Alors à moins que Jean-François, vous ayez quelque chose pour conclure, quelque chose à dire. Non, mais c'est très juste ce que vient de dire Jérôme. Moi, je reparle de mon cas personnel. On voit bien que les animaux viennent à nous. Mais c'est le danger d'être cinéaste. C'est le danger d'être cinéaste et de partir à l'autre bout du monde avec une caméra. Parce que forcément, même si vous voulez que votre
impact soit minimisé, vous allez ramener des images, on en revient toujours à ça. Moi, je suis parti en 2002 en Antarctique faire un documentaire sur le léopard de mer, un animal qui n'avait quasiment jamais été filmé et jamais dans l'eau. Se mettre à l'eau avec cet animal était potentiellement... fallait un petit peu y aller. On a eu des mises à l'eau difficiles, et petit à petit, les animaux se sont habitués à nous, et un jour, je crois que c'est une séquence que j'avais proposée, mais vous ne la verrez pas, en tout cas, il y a un léopard de mer qui est venu nous offrir son repas, son manchot. Il est venu, il nous l'a offert, il nous l'a ramené 15 fois à la caméra, c'était le dernier jour, encore une fois, le dernier jour de tournage. Il est venu nous offrir son repas intact, il ne l'abîmait pas, il le lâchait pour qu'on le prenne. Et le manchot, évidemment, s'en allait. Le léopard allait le rechercher et nous le ramener comme ça 15 fois. Et il a fini par le laisser et venir nous saluer en disant, en tout cas, il nous a offert son repas. Donc, il y a des interactions. Moi aussi, c'est pourquoi j'ai été si longtemps cinéaste animalier. J'adorais la fiction. Hein. J'ai été obligé de faire des infidélités. J'adore toujours la fiction, mais j'y ai perdu ma place. Mais ce sont deux domaines différents. Il y a la technique d'un côté et qui sert énormément en animalier. Et parce qu'en animalier, les animaux ne vont pas répéter et il faut être bon tout de suite, sinon vous n'avez pas la séquence. Et si vous n'avez pas le début de la séquence de l'action, vous n'avez rien. Là, je parle un petit peu de cours de cinéma, hein, mais c'est évidemment beaucoup de présence sur place, beaucoup de temps passé, et quelquefois des récompenses, parce que quand les animaux viennent vous offrir ce genre de choses, il y a une reconnaissance de leur part. Alors je reviens là-dessus, peut-être, oui, il ne faut pas le faire, mais non, moi je ne me sens pas coupable. Ce léopard qui vient nous offrir son repas, il vient nous offrir son repas. On est sur son territoire et au bout de 3 semaines, il y en a un qui décide sur 7, qui dit tiens, moi je te trouve sympa, je viens de t'offrir quelque chose à manger. Ce que nous on fait avec un autre animal non humain. Et alors, quant à l'approche des animaux, souvent, dans l'eau, c'est très très différent. Les animaux décident de vous approcher, c'est pas le contraire. Un animal qui veut pas venir, une baleine ou un requin qui ne veut pas venir, jamais vous allez l'approcher, on va pas leur courir derrière. Les animaux viennent à vous. Le danger, c'est effectivement de ramener des images, et j'en reviens au début de mon discours sur l'Antarctique. En 2002, on a croisé un bateau en 2 mois. On était en voilier, un petit voilier de 13 mètres, on était 6 à bord, donc un impact effectivement sur l'environnement quand même très minimaliste. Et puis j'y retourne pour le film Océan de Jacques Perrin, il y a 17 ans. Donc 10 ans plus tard, et 10 ans plus tard, j'avais dit à Jacques Perrin, on n'avait pas la place à bord du voilier de prendre un ingénieur du son. J'avais dit à Jacques, je vais essayer de faire des sons. Il m'avait fait former par un ingénieur du son. Et les derniers jours de tournage, quand j'avais accumulé tout les images dont on avait besoin pour le film, j'ai pris 2 jours pour faire du son. Et j'ai eu le plus grand mal à faire du son parce qu'il y avait des bateaux partout, des zodiacs de touristes qui se sont effectivement... les gens voient des images. Le danger de ça, c'est que les gens ont envie d'aller en Antarctique. Et les gens qui ont les moyens de le faire vont y aller. Et il y a une surfréquentation. Après, les gens sont très très encadrés. On leur met tous un gilet rouge, ils sont en file indienne, ils sortent pas des sentiers, ça c'est très bien. Alors, ils ressemblent à des manchots un peu, c'est un peu ridicule, hein, parce que nous on était en liberté là-bas, on était avec notre voilier, on plongeait là où on avait envie de plonger. On avait cette chance extraordinaire qui demande aussi beaucoup de sacrifices. Hein, c'est pas facile non plus, c'est pas une vie marrante tous les jours. Hein, quand on rentre sans image ou quand on se fait peur avec une bestiole qui peut être des fois très hostile et qu'on a l'autre bout du monde, des fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc l'impact, c'est toujours la pression anthropique qui est partout. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui ont été gravir l'Everest, qui ont été au Népal, qui ont été gravir. Aujourd'hui, c'est des poubelles qui sont là-bas, qui envahissent la montagne, parce qu'il y a un non-respect de la personne, de l'individu. Et c'est en cela que je voudrais appuyer. C'est qu'on a tous une part de responsabilité à jouer sur cette société, sur notre environnement. Et que c'est à nous tous d'avoir cette part d'écologie, de protéger cette planète. Il n'y en a pas d'autre. On regarde l'espace, vous vous intéressez un petit peu, vous regardez aujourd'hui, il y a Benoît Rive, le fils d'Hubert Rive, qui a publié une photo sur LinkedIn d'un ciel étoilé. Il dit dans cette photo, ce ne sont que des galaxies. C'est complètement incroyable, que des galaxies.
Et nous, on est là sur cette planète qu'on est en train de détruire parce qu'on a une surconsommation, parce qu'on consomme mal, parce qu'on n'a pas les bons réflexes. Alors c'est en train de changer, tout comme moi je jetais mon mégot par terre voilà, en 87, que j'ai pu refaire par la suite. Et c'est ça le message qui est important à véhiculer. Et si tant est que dans les productions, on puisse minimiser notre impact, ça c'est très important. Et pour remettre l'église au milieu du village, comme le disait très justement Nicolas, c'est que le tournage animalier, on est très peu impactant. C'est toujours des petites équipes, c'est très peu de gens. On n'est pas sur un tournage de fiction où on va mettre le feu ou faire des effets spéciaux ou faire des bombardements ou faire ce genre de choses. Il y a de multiples films d'action aujourd'hui où il y a débordements d'effets spéciaux qui sont réalisés en faisant péter de l'essence et tout ça. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éco-prod. Merci Jean-François. Alors, je disais donc nous allons prendre le large avec Sonia Lucan, donc, qui est en visio depuis un catamaran bien particulier. Bonjour Sonia. Bonjour à tous et à toutes. Ben, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, Oui. Parfait, parfait, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Un grand merci aussi à Jérôme. Donc, vous êtes fondatrice de la société SeaConnect. Et là, vous êtes en direct de Saint-Mandrier-sur-Mer dans le Var, donc sur un catamaran. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce bateau? Oui, ben, écoutez, là, je suis sur Aurora, donc qui est un bateau électrosolaire. J'ai un partenariat avec un chantier naval qui s'appelle Millikan Boats et qui crée en fait donc des bateaux électrosolaires. Et en fait, là, moi, j'ai acheté le prototype. Donc, c'est le premier en France, donc de Millikan, et le premier aussi qui a été un navire à utilité commerciale parce qu'on propose des excursions en mer donc sur ce bateau de la région et voire même de France. Et donc, vous voulez en fait, le système, on a ces panneaux solaires, donc ils sont directement liés aux batteries. Et les batteries, donc, avec deux en bimoteur. Donc, on fonctionne totalement qu'à l'électrique et en plus avec une autonomie importante parce que donc, grâce aux panneaux solaires, entre 5 et 6 nœuds, on est en illimité. D'accord. Et donc, votre objectif, c'est de proposer cet outil pour des tournages plus écologiques en mer? Tout à fait. Ben, nous, on est déjà à la base engagés dans l'écotourisme et dans le slow-tourisme. Donc, on propose des excursions en mer. D'un autre côté, on a aussi une association pour vraiment travailler sur la transmission ou en partenariat avec des biologistes marins. D'ailleurs, je travaille aussi avec Jérôme, où on organise des sorties pédagogiques de sensibilisation à l'environnement marin auprès des associations, des collèges, des centres sociaux pour vraiment rendre accessible à tous ce volet-là. Alors, on peut peut-être aborder l'éco-conditionnalité liée à la réforme de financement du CNC. Donc, depuis 2024, vous le savez probablement, mais les aides du CNC sont conditionnées à des efforts de réduction d'empreinte carbone, etc. Donc, c'est un outil, votre bateau, qui peut contribuer à rentrer dans ces critères. Ah, tout à fait. Alors, tout à fait, oui. Pour réduire l'empreinte carbone, d'une part, mais Jérôme me disait aussi, pour la biodiversité, c'est un bateau qui fait très peu de bruit, qui ne pollue pas ou peu. Ah ben, l'impact est vraiment réduit au maximum. Hein, donc, il fait donc le seul bruit qu'on a, c'est les hélices. Hein. Voilà. Après, c'est vraiment une autre navigation et avec un impact zéro. Voilà, c'est vraiment une autre navigation, complètement. Et puis même après, il y a cet aspect aussi, effectivement, par rapport au bruit. Si à un moment donné, il y a une possibilité de tournage, c'est vraiment un plus aussi à ce niveau-là, quoi. Très bien. Merci. Donc, je propose, Jérôme, que tu reviennes. Merci, Sonia. De rien. Avec plaisir. N'hésitez pas.
Oui, merci Sonia. En fait, l'idée, c'est que avec l'évolution de la considération des enjeux bioclimatiques au sein de la production audiovisuelle, il faut essayer de trouver des innovations qui vont permettre de réduire les impacts environnementaux. Et clairement, là, vous voyez le bateau avec les panneaux solaires déployés sur les côtés. Alors, je précise que j'ai pas d'action chez eux, hein. C'est des collègues avec qui je travaille, hein. Je précise les choses de suite. Mais comme ils ont vraiment une démarche qui, moi, me semble vertueuse, je leur ai proposé de rencontrer le bureau d'accueil des tournages de la région Toulon-Provence-Méditerranée, donc c'est la région toulonnaise dans le département du Var, de se rapprocher également d'EcoProd et de la région PACA, tout simplement pour qu'ils proposent leur bateau en solution technique pour accueillir des tournages, pour pouvoir partir en mer, faire du transport, donc ça réduit l'empreinte carbone et quelque part aussi l'empreinte biodiversité, parce que moins de bruit, moins de pollution, moins de consommation, donc moins de production de CO2. Et puis également, le bateau peut servir de décor de tournage éventuellement. Donc là, quand on a rencontré les collègues du bureau des tournages de la métropole, ils ont été de suite emballés parce qu'ils ont vu tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir derrière. Et ces bateaux sont en train doucement de se développer. Là, on est vraiment sur les balbutiements. Il n'y en a que quelques-uns en France et SeaConnect a acheté le premier, le prototype. Et d'ici 2026, ils ont pour projet... Donc là, c'est un bateau qui peut accueillir une douzaine de personnes. Et là, d'ici 2026, il y a un projet d'avoir un bateau plus gros qui pourra accueillir 26 personnes et qui potentiellement permettra d'aller plus loin en mer. Même si celui-là, théoriquement, peut permettre déjà de partir au large. Mais bon, après, il faut rester conscient, hein, avec l'électrique, pour l'instant, on a des vitesses de navigation qui ne sont pas les mêmes qu'avec le thermique. Donc, il ne faut pas oublier qu'en mer, il y a des conditions météo qui peuvent être changeantes, qui peuvent être dangereuses. Donc, on ne peut pas encore faire tout ce qu'on fait avec du thermique, on ne peut pas encore le faire avec l'électrique, mais on peut déjà commencer à répondre à une partie des problématiques rencontrées par les tournages qui peuvent faciliter l'obtention de financements publics au regard des éco-conditionnalités du fait du besoin de réduire son empreinte carbone durant les tournages. Merci Jérôme pour ces précisions. Alors on arrive au terme de ces échanges. Donc j'imagine qu'il y a des questions dans le public. Qui veut intervenir ? Bonsoir à nouveau. Moi j'avais une question sur les méthodes de tournage. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment sur l'évolution de méthodes de tournage sous-marin avec l'utilisation, outre de catamarans avec panneaux solaires, de voiliers par exemple, avec un impact qui est quasi nul sur l'émission sonore, quasi nul aussi sur l'émission de CO2. L'utilisation sous l'eau de recycleurs qui augmente le temps utile sous-marin, qui limite aussi la pollution sonore, parce que les bulles, c'est quand même une pollution sonore qui n'est pas qui est présente et auquel il faut faire attention. Donc je voulais savoir, est-ce que ce sont des pistes suivies par les sociétés de production? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Parce que c'est quand même un coût conséquent. Les recycleurs, c'est quand même très cher. Les voiliers, ça demande une équipe plus importante pour manipuler les voiles, les boots, une équipe de skippers qui a l'habitude de manipuler ce type de choses. Donc voilà, c'était comment les sociétés de production voient ça. Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce que c'est envisageable dans le futur? Tout ça. Merci. Donc Nicolas, donc vous avez... Je peux répondre sur ce que je connais. Donc, les recycleurs aujourd'hui, c'est indispensable pour tourner de l'animalier sous-marin. Il y a très peu, enfin voilà, c'est devenu un outil indispensable parce qu'effectivement, mais c'est pas dans une démarche écologique, c'est dans une démarche de pouvoir approcher, enfin de laisser les animaux s'approcher, on va dire, de faire moins de bulles, moins de bruit et de rester plus longtemps, voire d'aller à des profondeurs plus importantes comme ce que fait les équipes de Laurent Balesta. Et sur les voiliers, oui, moi je pense à un film qu'on a fait toujours avec le Didier Noireau en Norvège, où effectivement c'était aussi un choix sur place de tourner sur un voilier pour toutes ces raisons que vous avez évoquées. Donc oui, je pense qu'il y a moyen de faire ces efforts-là et d'améliorer les choses. Et je connais ce bateau qui a l'air très très chouette là. Voilà, au moins, l'info sera passée.
Moi, du coup, j'ai une question justement sur ce super bateau du futur. Euh, Je me demandais juste si ça avait été quantifié justement la nuisance sonore de ce type de bateau par rapport au bateau classique thermique et par rapport au bateau à voile justement pour les tournages. Alors moi, j'ai pas exactement l'information parce que c'est une des activités parmi d'autres et je suis pas allé totalement dans le détail de ce que pouvaient avoir éventuellement étudié les concepteurs du bateau. Ce que je peux te dire, c'est que tu élimines le bruit du moteur. Ce qui va rester, et c'est ce que disait Sonia en parlant du bruit de l'hélice, c'est ce qu'on appelle le bruit de cavitation de l'hélice et de l'arbre, sachant qu'en fonction de la façon dont tu navigues, tu peux réduire ce bruit-là. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur des vitesses qui ne sont pas très très importantes. Donc du coup, tu limites aussi l'importance du bruit de cavitation. Donc si ta question elle est ultra pertinente, j'essaierai de rechercher l'information pour la trouver et si je la trouve, je te la communiquerai et si elle n'est pas existante, je suis équipé pour faire du son sous-marin, j'essaierai de faire des comparatifs et de trouver de sortir la donnée, on verra. Mais en aérien, c'est important, c'est aussi des éléments sur l'accès à certaines réserves protégées. Si on pense à Scandola en Corse, où il y a un enjeu fort de préservation du balbuzard, effectivement, il y a un nombre énorme de nuques de bateaux qui transportent du public pour aller voir ces oiseaux. Des enjeux de protection, d'accès. Et effectivement, on voit que ces bateaux à propulsion électrique ont un avantage majeur par rapport aux autres parce qu'ils ne font pas de bruit. Il y a un autre bruit qu'il faut supprimer, c'est le commentateur à bord du bateau qu'on entend toujours et qui fait son long discours avec des haut-parleurs à balles. Mais c'est un enjeu qui est important et que les gestionnaires vont utiliser aussi cette question de dérangement par le bruit et qui est réprimé aussi par les inspecteurs de l'environnement. Moi, je voudrais changer de sujet et j'ai peur d'être un peu provocateur par rapport à la question que tu as évoquée largement. Alors, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, c'est difficile d'éviter tout un arsenal réglementaire pour protéger la nature et les animaux. Mais je pense qu'il ne faut pas nier en même temps ce besoin humain qu'on a d'avoir un contact, un lien avec la nature, avec les animaux. On a vécu pendant 300 000 ans là-dedans. Et je crois que ce lien, on l'a. Je ne crois pas que ce soit les films qui le provoquent, qui donnent envie aux gens de toucher les animaux, qui donnent envie de les voir. Et je crains qu'un arsenal législatif et autres, ça va amener ce qu'on connaît bien, des solutions alternatives, de braconnage ou tout ce qu'on veut. Et je trouve que ce serait bien qu'il y ait des solutions comme... on a trouvé, par exemple, la grotte Chauvet. On a fait la grotte Chauvet numéro 2 pour que les gens puissent admirer les peintures rupestres. Et je trouve qu'il faut qu'on puisse aussi trouver une solution pour que tout le monde puisse retrouver ce lien avec la nature et les animaux qui sont, à mon avis, dans notre inconscient collectif ou dans nos gènes. Mais si on nie ça, on ne réussira pas. Je ne crois pas. Alors, ça n'est que mon regard. Après, on verra ce qu'en pensent d'autres personnes. On se connaît. Hein. Ta remarque, elle est juste. Elle s'entend complètement. Après, il faut observer nos réalités de terrain. C'est-à-dire que si certaines réglementations sont mises en place, c'est pas parce que le législateur ou certains membres, par exemple, des préfectures maritimes ou autres qui vont édicter certains documents qui vont réglementer telle ou telle action, ils font pas ça pour le plaisir. C'est parce qu'en fait, on observe des problématiques qui nécessitent d'amener une réaction. Et du coup, je pense par exemple à il y a quelques années, on pouvait nager avec les mammifères marins, on pouvait s'approcher à moins de 100 mètres, c'était pas réglementé. C'est juste qu'en fait, on a vu une évolution des usages qui commençait à être problématique.
Je prends des exemples tout simples. Hein. Bon, là, je ne vais pas les diffuser durant durant la visio, mais je le fais durant les cours d'éthique et de déontologie à l'IFCAM. J'ai plein de séquences vidéo, on voit des attaques de mammifères marins sur des humains. Et il y en a, il y a eu des morts. Je ne montre pas ces images-là, mais je montre des blessures assez importantes, je montre des gens qui sont descendus à 25 mètres de fond, je montre des sortes d'agressions sexuelles d'animaux, ça c'est lié au comportement socio-complexe de certaines espèces de mammifères marins. Il faut se rendre compte qu'on est face à des animaux sauvages. Donc parfois il faut, je pense, accepter de ne pas faire le pas de trop en avant, de maintenir une certaine distance, parce que quand on donne à voir un certain type de geste, il faut se rendre compte du nombre de personnes qui vont le voir et des conséquences que ça va avoir derrière. Ça va être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, potentiellement des millions de personnes qui vont venir. Et comme les opérateurs touristiques, je pense par exemple à la nage avec les mammifères marins, le bateau, il est toujours au même port, il a un quai. Comme il a une distance limitée en une demi-journée pour faire son activité de nage avec, ça veut dire que sur un petit périmètre géographique du territoire, il va y avoir tous les jours, 2 fois par jour pendant 6-8 mois de l'année, une pression émise sur des animaux qui soit vont être cantonnés, soit vont venir une partie de la saison dans le cadre de leur cycle de vie. Et donc ces animaux vont être soumis à une pression énorme qui va générer par exemple des dérangements en surface quand des animaux comme des cachalots qui vont plonger dans des profondeurs très importantes ont besoin de faire une récupération en surface longue. C'est le moment clé où on pourrait aller nager avec. Ces animaux-là, on les dérange pendant leur phase de récupération, donc impact physiologique. Deuxièmement, on va les déranger au-dessus de leur zone de nourrissage. Donc si on les pousse à bouger, hop, on les écarte de la zone de nourrissage. Et sur une saison complète, ça va faire des animaux qui se nourrissent moins bien, qui récupèrent moins bien, donc possiblement qui vont être en moins bonne capacité de reproduction, et ça aura un impact potentiellement pour les populations animales locales. En fait, quand on n'est pas écologue, on n'a pas forcément conscience de cette cascade de conséquences. Et l'idée, c'est de se rendre compte de l'échelle d'impact derrière. Donc si on veut donner à voir certains gestes dans l'écriture, je pense qu'il faut l'accompagner à ce moment-là d'éléments pédagogiques. Donc après, on choisit voix off, interview ou n'importe quoi. Mais à ce moment-là, il faut l'accompagner de cette information-là. Ça n'est que mon regard. Après, je donne la parole aux autres intervenants. Oui, tu as totalement raison. J'en reviens à cette histoire de pression anthropique. Il faut faire la différence entre un cinéaste qui part, comme on a pu le faire à ou Jérôme Bouvier, pendant 3 mois ou 2 mois, 4 mois au contact d'un animal qui vit sur son territoire dans les conditions de l'animal. On dormait sur la plage à Crozet, c'était pas toujours facile. Quand il y a des 150 km/h la nuit, vous êtes éloigné. Merci beaucoup. Voilà, donc on était au contact de ces animaux. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'apprendre à connaître un animal comme on peut apprendre à... Alors, c'est pas une domestication, attention, mais on connaît son chien, son chat, son serin, son poisson rouge éventuellement, parce qu'on voit tous les jours. Là, David, encore cette séquence, on voit pas la fin, mais à la fin, il est allongé. Les éléphants sont allongés sur lui. C'est eux qui sont venus à lui. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a voulu réitérer. On voulait pas les habituer à ça. Moi, j'avais vécu sur cette même plage avec Jérôme Bouvier quelques années plus tôt. Je savais, parce qu'un jour j'attendais les orques, comme je pouvais le faire de longues et longues heures toute la journée, pour des fois ne voir qu'un aileron. Et un jour, j'ai un bébé éléphant de mer. Au bout de 21 jours, leur maman, ils sont sevrés, leur maman s'en va, elle les abandonne. Et ça, c'est un moment assez déchirant, parce que j'ai filmé ça aussi. Le petit, à un moment, il se réveille, il n'y a plus sa maman. Et j'avais vu sa maman partir discrètement, se retourner 3 fois, prendre la mer, et après, elle reviendra pas sur cette plage avant l'année prochaine pour se reproduire à nouveau. Et le petit se retrouve tout seul, donc il s'assemble en crèche comme on peut les voir, et donc on était devenus un peu leurs copains. Donc ces animaux venaient nous voir. Il y avait aussi une autre chose qui n'est pas dite dans ces lignes, c'est qu'il y a des mâles périphériques, des jeunes immatures qui essayent de se reproduire, qui n'y arrivent pas, et qui vont violenter les petits, les bonbons, parce que ils ont des pulsions sexuelles, et ils essaient de les violer. Et donc les petits se sont rapprochés naturellement de nous, de notre cabane, à tel point qu'à un moment ils étaient tous là.
On avait 120 petits. Je me souviens un jour, je n'arrivais pas à ouvrir la porte de cette cabane qui s'ouvrait curieusement vers l'extérieur, mais c'est parce qu'elle était petite. Et il a fallu pousser un bonbon qui faisait 300 kilos. C'était compliqué pour sortir. Voilà, j'en reviens à cette chose-là. Évidemment, on transmet les gens qui ont ça, dire moi j'ai envie de vivre ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi vu l'arrivée. On est des privilégiés. J'ai bien cette conscience-là d'avoir vécu ces moments-là qui étaient exceptionnels. J'ai vu les premiers touristes arriver en 2004 à Crozet. Ça m'a fait bizarre de voir des touristes à Crozet. Parce qu'il y avait des scientifiques, c'est bien, ils font des études sur les animaux, ils sont là pour essayer de faire progresser la science et ils le font. C'est pas toujours marrant les trucs qu'ils font. Moi, j'ai filmé des choses que je n'ai pas montrées, j'ai pas envie de montrer certains. Voilà, c'est des études scientifiques, on va pas faire le débat. Et puis il y avait des militaires, et puis il y avait des pâtissiers, des boulangers, etc. Des ouvriers pour tenir la base en état, et puis des gugus comme nous, deux pèlerins sur une plage en train d'être privilégiés à vivre avec ces animaux, avec les manchots. Je me souviens quand l'hélicoptère débarque sur cette plage avec Jérôme, la première fois pour 5 semaines, Jérôme Bouvier. Je prends la caméra, la Betacam qui était sur mes genoux, comme toujours, et je commence à aller derrière les manchots, me dire mais attends, viens m'aider à débarrasser le matériel, on va tout grouper, tu vas avoir le temps. Ben oui, j'avais le temps, parce que les animaux sont là et on a eu ces contacts totalement exceptionnels. Alors, c'était triste de voir tous ces touristes en file indienne qui n'ont pas le droit d'approcher les animaux. Moi, j'avais de la peine pour eux. Ils avaient la chance d'être en terres australes, mais ils ne vivaient pas cette chose qu'on a pu voir. Je les ai vus en Antarctique, pareil, à 25 en gilet rouge sur un bateau avec leur gilet de sauvetage. Et nous, on était à 3 sur un petit you-you de 3 mètres, des petits dinghies de rien du tout. On était à 3 là-dessus avec nos blocs de plongée et puis on se mettait à l'eau là où on voulait. Donc on avait cette chance exceptionnelle. Il est hors de question que tout le monde puisse faire ça, sinon s'il y a un afflux massif, et c'est ce qu'on retrouve. Et pour argumenter ce que tu disais, il faut des lois pour protéger les mammifères marins, parce que il y a encore la notion de rentabilité. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui font de l'approche de mammifères, et pour contenter un public qui a payé cher pour voir des dauphins, voire éventuellement avant plonger avec, se mettre à l'eau avec, qui vont avoir des comportements totalement inadaptés, de couper la route des mammifères, alors qu'il y a des approches. Quand je racontais que les orques, on a mis 3 mois avant d'avoir des images, on a planté notre bateau, on ne courait pas derrière, on plantait notre bateau, on attendait qu'elles viennent à nous. Et quand elles venaient près du bateau, on se mettait à l'eau, ou on partait du bord. Elles tournaient un peu autour de nous, et puis elles partaient, et on n'avait pas d'image, parce qu'elles n'avaient pas décidé que c'était le moment. Mais on n'a en aucun cas eu des techniques d'approche qui étaient compliquées ou forcées, ce qui peut être une tentation sur un tournage où on n'a pas beaucoup de temps, où il faut ramener des images, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut faire un film, et j'en viens des débordements qu'il y a pu avoir sur plein de tournages. Nous, le premier tournage sur les orques à Crozet, où vous avez la particularité de monter sur le sable de Beachay pour se nourrir de petits. On a passé 5 semaines, on n'a pas eu ce comportement-là. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis 2 jours sur cette plage, qui ont ramené ça dans leur petite caméra DV. Comment ils ont eu ça ? Peut-être qu'ils ont un peu aidé les bébés à aller dans l'eau à ce moment-là. Donc ça, je trouve que ça, c'est lamentable. Voilà. Et donc il faut effectivement des lois et des législations, même si c'est lourd et c'est pénalisant pour plein de gens, pour protéger nos mammifères marins en Méditerranée et ailleurs qui sont en danger du fait, encore une fois, de la pression anthropique, de l'état de nos océans qui aujourd'hui crient de douleur de partout. Et les océans, c'est la vie sur la planète, ça c'est très important. Voilà, donc à tous ceux qui veulent faire de l'image, je dirais bien sûr, faites de l'image, mais tout en ayant le respect, et je pense que tout le monde ici là, de l'animal qui va vouloir approcher. Oui, effectivement, c'était une chance, Crozet, parce que c'est un lieu éloigné, vraiment éloigné du monde. Et on a la même chose finalement, des gens qui se promènent nous sur nos plages. Je pense sur Oléron, c'est la saison, il fait beau, les oiseaux sont arrivés. On se promène avec son chien, on profite, c'est vraiment agréable. Des oiseaux s'envolent, c'est encore plus beau. Mais on envoie le chien pour faire décoller les oiseaux, parce que c'est quand même très joli de voir des oiseaux s'envoler. Sauf que ces oiseaux, ils ont fait quelques milliers de kilomètres pour venir trouver un peu de repos par ici. Et puis, allez, une dizaine de chiens vont passer dans la journée, dans la matinée.
et ils vont s'envoler. Donc ces oiseaux vont jamais réussir à avoir le repos et pouvoir s'alimenter, refaire leurs ressources, retrouver leur énergie pour pouvoir repartir, pour se reproduire. Et donc là aussi, c'est un enjeu fort nous qu'on a en tant que gestionnaire, pas seulement pour la captation d'images, parce qu'effectivement, il y a aussi, on a envie de retrouver les paysages ou les animaux qu'on a pu voir dans des reportages, mais quelque part, ça aide aussi à sensibiliser. Donc c'est vraiment là aussi dans vos discours, quelque part, une responsabilité lourde qui vous incombe maintenant parce que le monde a évolué, la biodiversité a changé. Et effectivement, on voit ce changement entre il y a 30-40 ans, où l'idée c'est vraiment de montrer la nature brute quelque part. Et là, c'est aussi montrer les conséquences et peut-être des bonnes pratiques à avoir et à communiquer aux spectateurs. Non, je repense à la scène de Cousteau dans Le Monde du Silence, où pour savoir combien il y a de poissons qui vivent sur le récif, il envoie une dynamite. Voilà, c'était en... Comment ? C'est ça. Donc je me dis qu'on est aussi dans une forme d'évolution, de prise de conscience, et que chaque époque apporte son lot de prise de conscience. Que ce que tu racontais, Jean-François, sur cette prise de conscience du mégot de cigarette, je pense que pour les jeunes générations aujourd'hui, quand on raconte ça, on est pris pour des inconscients ou des gens qui ne respectent pas, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Et donc là, l'idée, je pense que tout le monde ici, on est plutôt dans cette espèce de... On espère en tout cas d'être plutôt dans la frange en avant pour essayer de tirer tout ça. Et c'est pour moi une prise de conscience qui n'est pas liée simplement au documentaire, mais une prise de conscience à l'échelle humaine, tout simplement, comme tu disais aussi, Christian. Voilà, quel est notre rapport aux autres, quel est notre rapport au monde. Sur les images, quand on va voir un film où il y a des mecs qui se tirent dessus, c'est pareil, c'est pas bien de refaire la même chose, quoi. Donc on est dans un monde d'images. Je pense que dans le documentaire, par rapport aux réseaux sociaux, on est quand même dans des histoires où on contextualise les images qu'on montre, on les fait d'une certaine manière, on les diffuse d'une certaine manière, alors que dans les réseaux sociaux, effectivement, c'est une sorte de jungle où on est tellement heureux de se montrer en train de caresser un requin ou je ne sais quoi. Donc effectivement, là, c'est très compliqué, j'imagine, de réguler tout ça, quoi. Donc, Il me semble, Nicolas, que de toutes les manières, il y a pas mal au moment des relectures de textes et de voix, au moment des montages et du travail entre producteurs et réalisatrices, la question des lieux. Et diffuseurs. Et diffuseurs. La question du lieu, toutes ces questions, en fait, dont on parle, en fait, j'imagine, en fait, que c'est des questions que vous vous posez quotidiennement quand vous arrivez à la fin du projet, en fait. Dès le début, même. On se pose ces questions-là dès le début. Je peux citer un exemple qui n'est pas sous-marin, mais on fait un film en Afrique du Sud qui s'appelle La guerre des fleurs, et on raconte de manière extrêmement scénarisée les combats, entre guillemets, qui peuvent exister entre différentes espèces de fleurs. Et il y a un moment donné dans le film, un moment de climax qui est un incendie qui brûle tout. Et donc, la semaine dernière, il devait y avoir des incendies contrôlés, parce que là-bas, ils fabriquent des feux pour le renouvellement de la flore, notamment. À chaque fois, on avait mis une équipe en stand-by pour aller filmer ce feu contrôlé, et à chaque fois, ça a été annulé en dernière minute parce qu'il y avait trop de vent, etc. Puis d'un coup, il y a un feu naturel qui s'est déclenché. Je vous jure, c'est pas nous. Et effectivement, du coup, on a pu filmer, et là, pareil, c'est la nature qui a œuvré. Et donc, une équipe a pu aller faire des images qui sont encore plus incroyables et plus belles dans notre histoire que ce qu'on aurait rêvé d'avoir avec le feu contrôlé. Et pourtant, c'est un feu qui a brûlé tout un tas d'espèces, de flore, de faune, etc. Voilà, j'ai pas de réponse en fait. Y a-t-il d'autres questions dans le public ? Je te laisse clôturer, Marie, plutôt. Je vous remercie déjà pour votre attention. Merci à Ronan Lucas, à Nicolas Zunino et à Jean-François Barthaud donc, pour vos interventions. Pardon ? À Caroline Warin, alors oui, j'oublie les visios, excusez-moi, mais comme je les vois pas. Et à Sonia Lucan. Et Jérôme, évidemment, cheville-ouvrière avec Marie de cette journée d'échange que vous pouvez retrouver
pas tout de suite, dans un mois en gros, en visio, en replay, pardon, pour voilà, ceux qui n'ont pas vu la matinée ou inversement, tous les échanges ont été captés et donc seront visibles sur le site de l'IFCAM. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de festival.